Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 170. Un chiffron, Ben, on aime ça. Il en reste 30 avant 200. C'est vrai. Christy. Le décompte avance quand même assez rapidement. Oui. C'est un très bon épisode que je te réserve cette semaine. Bon, c'est sûr, il y a de la scrap quand même là, que j'ai regardé, que je te parlerai pas en long et en large, là, mais mes gros coups de cœur de la semaine, c'est vraiment génial, c'est extraordinaire. Puis moi, je te fais un spécial documentaire. C'est beaucoup de documentaires biographiques, là, mais... Mais ce qui est assez rare dans le podcast, on parle jamais de documentaire, fait que c'est intéressant. Ouais. Très intéressant. Moi, j'ai des grands films, mais que j'ai trouvé pénibles à regarder, fait qu'on va en parler. Ouais, c'est ça que tu me disais. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a un, je suis quand même curieux de savoir ta critique par rapport à ce film-là, parce que c'est un film, bon, j'ai failli l'acheter aussi récemment. C'est un film que je voyais passer. C'est A24 quand même. Ça vaut le détour, on y reviendra. Ça vaut le détour quand même. On y reviendra. Yes! Tu voulais-tu commencer avec une annonce? Un petit avant-propos. J'ai vu de l'information cette semaine concernant 28 ans plus tard, le film qui suit 28 jours puis 28 semaines plus tard de Danny Boyle. Puis, ce serait le film le plus lucratif, ben pas le plus lucratif, mais qui a coûté le plus cher à être tourné avec un iPhone. C'est tourné avec un iPhone 15. Je trouvais ça vraiment génial. Puis je pense que justement c'est Danny Boyle, donc ça va être dans l'esprit du premier. Que c'était tourné un peu mini-DV, si je me trompe pas, puis l'image était un peu dégueulasse, qui ont beaucoup perdu de dans grains le dans l'image. Oui, puis c'était dégueulasse, mais ça marchait dans l'esprit du film, je trouve ça génial. C'est vrai. Puis c'est ça qu'ils sont un peu éloignés de ça dans le deuxième, puis que j'ai moins aimé, ça devenait plus un film américain, d'action. Ouais. Puis je pense qu'ils vont retrouver ça. T'sais. C'est Garland aussi, je pense, qui est scénariste, non? C'est fort probable. J'ai pas l'information, mais c'est fort probable, Mais il me semble que j'avais vu ça il y a pas. Ouais. Alex Garland, qui nous a donné Civil War tout récemment, que t'as détesté. Ben, ouais, ok. Ben tu sais, c'est quand même lui qui était scénariste sur le 28 jours plus tard aussi. Je sais pas s'il était scénariste sur le deuxième, mais sur le premier, c'était lui. Ok. Moi, le premier, je trouve que c'est un des meilleurs de Danny Boyle. C'est son deuxième meilleur après Trainspotting. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Mais ouais, j'ai très hâte de voir ça. Tourné avec un iPhone 15. Ouais. Ben, vous pouvez le regarder, hein, le 28 jours, 28 semaines. Les deux sont sur Disney+. Ah ouais, ok. Ben, checkez ça. Ben, je crois les deux. Là. Je sais que le premier est là. Je veux pas non plus vous jeter tout dans la gueule du loup, hein, comme on dit. La grosse expression. Ben, moi, je dirais que le premier vaut plus la peine que le deuxième parce que le deuxième se perd dans l'esprit. Je trouve que ça s'en va ailleurs puis c'est moins bon. Ouais, mais ça devient un peu plus ça devient un peu plus un film de zombies action commun, là. C'est ça, blockbuster un peu, là. L'autre, c'est plus existentiel. Là, c'est ça. On a d'autres vedettes aussi. C'est plus Cillian Murphy, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'on s'en va ailleurs. Mais tu sais, Danny Boyle, on se trompe pas, là. C'est un grand cinéaste. C'est ça. Hey, c'est ça ma nouvelle. Christy, Ben, tu veux-tu que je commence avec mon gros coup de cœur cette semaine? Cette semaine, j'ai 3 gros coups de cœur, dont 2 coups de cœur qui se retrouvent sur Crave. Fait que je vais commencer avec ces 2 coups de cœur-là, Ben. Puis moi, je suis un grand nostalgique, tu me connais. Puis, j'ai beaucoup d'héros d'enfance, ok? Moi, j'ai plusieurs grands acteurs qui ont marqué ma jeunesse, que j'adorais regarder quand j'étais jeune. Puis, tu sais, moi, je peux pas en choisir juste un, tu sais, dans cette gang-là que je préfère aux autres. Je suis juste un adorateur de ces acteurs-là pour ce qu'ils m'ont fait vivre quand j'étais jeune, puis ce qu'ils continuent aussi de nous donner aujourd'hui, pour certains, pour d'autres qui sont disparus malheureusement. Dans le volet comédie, il y en avait 2 qui se démarquaient, Ben. Robin Williams, puis Jim Carrey. Fait que je peux te commencer là avec le documentaire sur Robin Williams, Come in My Mind, qui est sorti en 2017. Oui, vas-y. Tu sais, le pire, c'est qu'on parle de comédie avec ces acteurs-là, mais tu sais, c'est des acteurs qui sont pas... Ben, pas que c'est des personnes qui sont pas nécessairement comiques, parce que tu sais, Jim Carrey, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, avoué, puis Robin Williams s'est suicidé, fait que tu sais, on le sait. On va en revenir, parce que oui, tout ce qui est problèmes mentaux, la dépression, le sentiment de se sentir seul, le sentiment de se sentir rejeté peut-être, ou le besoin de se faire voir, de se faire écouter, c'est tous des problèmes qui se relient souvent
aux humoristes, puis à des gens qui sont drôles dans la vie, ben, qui montrent pas nécessairement justement leurs émotions par rapport. Puis là, j'ai l'air comme dark, là, avec ma lumière rouge comme ça, à parler de dépression et tout. Mais parce que moi, j'étais un petit comique dans la vie, tu me connais. Puis c'est ça, fait qu'on m'a souvent dit Hey Joe, t'es-tu dépressif? Tu sais, t'es comique, pis tout. Christy, je vais pas déballer mon sac à soir avec toi, Ben. Mais tout ça pour dire que oui, effectivement, comme tu dis, je trouve en plus ce qui est quand même très ironique, c'est que même si ces deux figures-là de la comédie américaine écœurante, qui sont, en général, là, tous les héros en tout cas de notre génération, là, les héros d'enfance de comédie, c'était Robin Williams puis Jim Carrey. Puis, tu sais, ironiquement, leur plus grand rôle, c'était pas nécessairement des rôles comiques. Ouais. Tu regardes Robin Williams, oui, il a touché des millions de fans avec ses rôles comme Patch Adams, comme Madame the Fire. C'était comique, c'était drôle, mais un de ses plus grands rôles, c'est dans Le Destin de Will Hunting, où il joue un psychologue qui a juste perdu sa femme, puis qui est en détresse carrément lui aussi, puis qui va juste aller chercher justement le sentiment d'amitié avec le jeune Matt Damon. En parlant avec lui, puis juste si tu veux, en survolant ses pensées de sa femme. Fait que tu sais, c'est pas un rôle comique en soi, mais c'est ça. À travers ces rôles comiques, je trouve que on a connu quand même un homme derrière cet acteur-là comique. Puis bon, Jim Carrey, on l'a nommé, tu sais, ses plus grands rôles, selon moi, c'est dans The Truman Show, puis t'as Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui sont des rôles quand même très dramatiques. Tu sais, le Truman Show, oui, il va aller chercher ses petites figures, là, sa petite façade comique, mais au bout du compte, c'est un film très, 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 très dramatique, puis très... tu sais, à la fin, c'est triste, mais en même temps, c'est pas triste, mais je veux dire, on pleure de joie, tu sais, parce qu'on est heureux pour lui. Fait que, ben, tout ça pour dire que Robin Williams, Come in My Mind, c'est un documentaire que j'avais déjà vu. Il avait passé à Télé-Québec quand c'était sorti, là, en 2017. Je l'avais vu à cette époque-là. Puis j'avais beaucoup aimé. Puis là, je l'ai réécouté là, sur Crave. Puis écoute, c'est vraiment... mais en tant que fan de Robin Williams, tu peux pas ne pas aimer ce documentaire-là. C'est vraiment un documentaire là, de 2 heures que tu parcours son début de carrière, même sa jeunesse aussi. Puis tu vas aller jusqu'à sa fin, dans le fond, sa fin de carrière aussi, qui a été un peu plus critiqué, un peu plus mollo. Il a pas tombé dans l'oubli, Robin Williams, mais à une certaine époque, on le voyait moins aussi dans des gros films. Il faisait des films qui sortaient directement en vidéo. Puis, je pense pas qu'il y a eu une chance de se refaire, si on veut, là, dans le contexte de l'acteur, je parle. Mais l'homme restait Robin Williams. Puis on le voit aussi dans le documentaire qui faisait énormément de shows, d'humour. C'est un humoriste à la base. Robin Williams, oui, il a fait du théâtre. Il était à Juilliard, puis tout, mais il s'est vraiment trouvé une voie sur le stage pour puis faire de l'humour. C'était de faire des rôles, c'était juste de parler, c'était de l'improvisation, en fait. Son talent, c'était un talent d'improvisateur. Fait que peu importe ce qu'il disait, peu importe ce qu'il faisait, il cherchait toujours... Le petit hamster, là, il roulait toujours, puis il arrivait toujours à raconter de quoi, puis à faire des voix, puis... c'est un très grand... c'est une très grande voix, là, aussi, pour les doublages. Et, il a fait beaucoup de films d'animation, dont son plus connu, qui est le génie dans Aladdin. Incroyable aussi. Tu vois des images là, de tournage dans le documentaire. Puis, ben c'est ça. Mais en tant que fan de Robin Williams, je trouve que c'est un documentaire qui est vraiment le fun, parce que ça te fait connaître non seulement ton idole, mais aussi la personne qui était derrière, avec ses problèmes. Il a vécu beaucoup de problèmes au début. Pas nécessairement des problèmes, mais je veux dire, c'était un fêtard au début. Là, il allait fêter avec Robert De Niro, puis avec James Belushi, qui finalement qui est décédé lui aussi là, dans ces virées-là. À travers leur virée, James Belushi est décédé. Puis James Belushi, il est connu plus pour ses comédies là, comme The Blue Brothers, puis Animal House. Je sais pas si tu as déjà vu ces films-là. Des films des années 80 là, qui a quand même très bien marché, mais tu sais, James Belushi est mort
dans ses jeunes années aussi, là, peut-être le début trentaine. Mais tu vois le parcours, là, la déviation du parcours de Robin Williams par rapport justement à ce qu'il a vécu avec ces grands acteurs-là au début de sa carrière. Puis à sa fin de carrière aussi, il a sombré un peu dans l'alcool, puis là, la dépression est venue de le rechercher un peu. Mais c'est vraiment un documentaire très intéressant. Moi, je lui ai donné 5 étoiles, Ben. C'est un 10 sur 10 pour moi. Ben, juste parce que c'est aussi, tu sais, peut-être que les gens qui sont pas tant fans de Robin Williams, qui l'ont pas connu comme quand moi j'étais enfant, mettons, puis que je le voyais jouer dans les films, ça vient peut-être moins chercher. C'est un documentaire quand même assez normatif. Là. Il va y avoir des images d'archives de lui qui fait de l'humour sur scène. Mais ça reste que c'est comme un nouveau film de Robin Williams qu'on voit après sa mort, parce que c'est quand même intéressant, parce que ils vont chercher une espèce de... Je sais pas exactement c'est en quelle année qu'il a fait ce témoignage-là, parce que Robin Williams il est décédé en 2014, puis derrière, il y a comme une petite narration derrière le documentaire, surtout au début, puis à la fin, c'est lui qui parle, ouais. Ah, ouais, puis il explique, justement, même à la fin de sa carrière, il explique ça faisait 3 ans que j'étais comme dans le trou, que je faisais des films de merde, puis que, tu sais, je voyais pas la lumière au bout du tunnel, puis j'étais alcoolique, puis tout le kit. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça, mais tu le vois pas lui parler, tu sais, c'est vraiment juste comme un enregistrement où il dévoile ses pensées, puis qui raconte sa vie, mais ça devait être une biographie qu'il a faite, là. Tu sais, il doit y avoir d'autres films aussi là, de Robin Williams sur son plan de carrière. Mais c'est très intéressant. Si vous avez Crave, allez voir ça. Robin Williams, Come in My Mind. Ben, est-ce que ça touche... Tu sens-tu sa mort ou c'est quand même joyeux pareil, puisque c'est un acteur comique, mais tu sais, c'est rare. Ah non, ben, écoute, moi j'ai pas trouvé que c'était un documentaire triste, là. Tu sais, c'est vraiment... Okay. Tu parcours la vie de l'homme, puis tu sais, il va y avoir des témoignages, mettons, de Steve Martin, de Billy Crystal, qui étaient quand même proches de lui, qui ont travaillé avec souvent, puis... Tu sais, ils vont parler de qui il était derrière l'écran, puis quand les caméras tournent pas, qui sait, tu sais. Ou, mettons, sur son film un peu plus dark, là, qui est One Hour, c'est ça, je pense? Photo Obsession. One Hour Photo, ouais. Ouais, One Hour Photo. Où est-ce qu'il joue un détraqué, là, une espèce d'obsédé. Ben, tu vois des behind the scene où est-ce que il fait juste rire, puis il fait des blagues sur le plateau, puis là, à l'instant d'après, ok, la caméra tourne, puis là, il devient sérieux, puis là, c'est comme, il redevient un psychopathe un peu. Mais ça fait en sorte que, justement, comme le réalisateur, il parle dans le documentaire que, ça lui donnait une petite étincelle mystérieuse, parce que il avait l'air vraiment d'un gars joyeux, mais qui était détraqué, fait que ça fitait dans son rôle. Là. Mais, non, c'est ça, moi j'ai trouvé ça vraiment, ça met en lumière l'homme derrière, justement, son charisme d'acteur, là, tu sais. Puis tu découvres que il était pas mal comme ce qu'on l'imaginait, là, tu sais, dans ses personnages joyeux, puis farfelus, puis tout, là. Tu sais, il était juste de même, toujours. Tu sais, comme je te disais, les humoristes, ou, tu sais, les gens qui ont besoin d'un espèce d'appui, de rire, ou de faire rire, de mettre les gens joyeux, puis tu sais, même si eux sont pas joyeux, ben ils ont comme un besoin de mettre la joie dans la vie des autres, tu sais. Ben, tu sais, c'est comme si tu te sens tellement comme de la merde que tu dis si moi je me sens même, je veux pas que les gens se sentent de même, fait que je vais faire en sorte qu'ils se sentent pas comme moi je me sens, fait que je les fais rire, puis j'essaie de genre faire le bien, là, tu sais. Ouais. C'est fou. Hein, c'est sûr qu'à la fin du documentaire, c'est sûr que on parcourt un peu plus ces dernières années, là, tu sais. Fait que c'est sûr que là, on voit la fin approcher, tu sais. C'est pas le fun de le voir quand il est dans sa passe alcoolique puis que il fait des films de merde là. Mais tu sais ça fait partie aussi de sa vie, de sa carrière, fait que je trouve ça quand même important qu'il l'ait mis dans ce documentaire là, t'sais. Absolument. Parce que le titre le dit, tu sais, Come in My Mind, on va directement dans le cerveau de cet homme là, imaginatif puis débordant d'énergie à chaque jour là. Très intéressant d'aller voir ça. Absolument. Puis avec ton autre... vas-y avec Jim and ouais, c'est ça, je vais clore Crave, là, tout de suite. Crave, ok, vas-y Crave d'abord. Oui, c'est encore sur Crave, un autre bijou de documentaire, Ben. Puis ça, pour vrai, tu vas adorer. Vas-y, parce que je sais que t'es un grand fan aussi, comme moi, de Spielberg. Steven Spielberg.
Puis c'est sur Crave. C'est un film de 2h30 quand même. Là. Un très bon film. Documentaire sur la vie de Steven Spielberg. Est-ce que tu dirais que c'est un bon complément à Fabelmans? Oui, exactement. Parce que c'est... Tu sais, non seulement tu vas parcourir sa jeunesse, sa vie. Dans le fond, tout ce qu'on voit dans The Fabelmans, c'est vraiment ce qu'on voit dans la vie personnelle là, de Steven Spielberg. Puis surtout après avoir vu Fabelmans, ça te donne vraiment plus d'idées sur qui était justement le jeune Steven, puis comment il réalisait ses premiers courts-métrages, ses chansons, puis comment il faisait son décor. Puis non seulement on découvre justement sa vie de famille, sa jeunesse et tout, t'as une bonne heure là, quand même où est-ce que tu rentres vraiment dans son début de carrière, là, quand il est plus jeune puis tout. Puis on parcourt après ça sa filmographie puis ses plus grands succès là. Son premier grand succès qui était Jaws, que là c'était un 10 contre 1, puis il a foutu le bordel dans Hollywood parce que personne pensait que ça allait devenir un grand film, t'sais. Puis c'est vraiment... Puis moi, après, j'ai écouté Jaws, puis je me disais, tabarouette, c'est énorme comme film, là, ce que ça donnait, puis de ce que tu vois dans le documentaire, de comment Jaws a été fait, c'est incroyable, c'est juste incroyable, tu sais. Puis ça, je le savais pas, mais au début de sa carrière, c'était le jeune cinéaste de 20 ans qui est comme un prodige, si tu veux, du cinéma, là, qui arrive dans l'industrie. Tu sais, il commence à faire des petits épisodes de téléséries là, dans les studios de Universal, puis il se fait ami avec tous les petits nouveaux. Puis les petits nouveaux, ben c'est George Lucas, c'est Francis Ford Coppola, t'as Martin Scorsese aussi. C'est comme il faisait un quatuor, là, tu sais, c'était quatre jeunes réalisateurs des années 70, fin 60, début 70. Puis les quatre ont travaillé comme ensemble pour justement se développer chacun leur talent, si tu veux. Chacun leur. Parce que, faut le dire, c'est quatre boys qui font des films carrément différents. T'sais. Mais tu vois des similitudes avec Coppola puis Scorsese, puis avec Lucas puis Spielberg qui vont plus tard travailler beaucoup plus ensemble. T'sais. Mais c'est intéressant de découvrir justement le parcours de jeunes réalisateurs qui deviennent des légendes comme eux. Fait que à travers le documentaire, là, c'est vraiment un très bon documentaire. Puis moi, 10 sur 10 ça aussi, là, j'ai tellement trippé parce que je suis un grand fan de Spielberg. Puis là, tu découvres l'envers du décor de ses plus grands succès. Fait que c'est ça qui est le fun. Mais t'es-tu plus dans l'histoire de Spielberg ou t'as-tu des aspects techniques un peu de voir comment il réalise, comment il réfléchit pour réaliser ses affaires, ou c'est plus dans comment ça s'est passé? Non, c'est ça. Ben, comme je t'ai dit, tu parcours sa filmographie, fait que veux pas. Oui, tu vas avoir des images d'archives, des plateaux, puis des studios, mais tu vas aussi avoir Spielberg qui te parle tout au long, devant la caméra, puis qui te dit je suis comme ça, puis je pense telle affaire, puis moi, si je veux telle affaire, faut qu'il y ait telle affaire. Puis si on n'est pas capable d'avoir telle affaire, ben, moi, je m'en vais le chercher pareil, tu sais. Puis, à travers ça, t'as tous les acteurs aussi, ou tous les gens qui ont travaillé avec Spielberg, qui parlent de leur expérience avec Spielberg, puis qui, tu sais, tout ça mène au grand génie qu'on connaît de Steven Spielberg. Puis, tu sais, tu te dis, oui, peut-être que, parce que aussi, je lisais les commentaires, tu sais, sur Letterboxd, tu sais, sur le fait que c'est une tête d'enflé dans le sens que il fait un documentaire. Ben, tu sais, premièrement, c'est pas lui qui réalise le documentaire, là, c'est une femme. J'imagine qu'il est producteur, c'est un documentaire pareil. Ouais, tu sais, il est producteur, c'est sûr, là, mais tu sais, comme Robin Williams, c'est Marina Zenovic qui a fait ça. Je la connais pas, elle a fait d'autres documentaires, je crois. Puis Spielberg, c'est Susan Lacey. Oui, c'est ça. Je connais pas non plus. Elle a fait d'autres choses. Mais, tu sais, moi, je trouve que... Regarde, le gars, le gars, c'est une légende. T'sais, le gars, il a marqué l'histoire du cinéma américain à vie, là. Fait que comment tu peux pas aimer le documentaire qu'il fait? Tu sais, je comprends que t'aimes pas ses films, là, mettons. Il y en a qui sont pas fans de Spielberg. Ouais, mais tu sais, c'est d'être fan, mais c'est quand même de reconnaître le génie derrière. Même si t'aimes pas, mettons, l'aspect blockbuster, la mise en scène, il y a personne qui a de faire ça. Là. C'est malade mental ce qu'il fait. C'est ça, puis... Tu vois, moi, je le compare à Steve Jobs, tu sais, dans le sens que c'est le Steve Jobs d'Hollywood, parce que, tu sais, Steve Jobs, là, ok, c'est peut-être une marde. Tu sais, c'est peut-être une marde en dehors, dans la vie de tous les jours. Tu sais, il a fourré tellement de gens dans sa carrière, puis
Non, non, mais tu sais. C'est pas fait pour Spielberg, là. Je pense pas que c'était une merde, Spielberg. Non, 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 mais je veux dire. Moi non plus, je pense pas que c'était une merde, mais. Non, mais la personne, tu sais, peut-être que oui, c'est une tête enflée, peut-être qu'il. Mais ça reste un génie, tu sais. Steve Jobs, là. Il y a personne qui peut dire que Steve Jobs, c'est de la merde ce qu'il fait, ou, tu sais, il est pas intelligent. Comme tout le monde a ça dans les mains, là. Un cellulaire, tu sais. Tu sais, je veux dire, on serait pas là aujourd'hui, même si c'est pas iPhone que t'as, là. Ça reste que l'évolution de toute chose part de Apple, puis de tout, tu sais. Fait que, en tout cas, bref. Ça pour dire que Spielberg, il y a quand même l'imaginarium de Spielberg est incroyable, puis ce qu'il a fait avec ses films comme E.T., comme Jurassic Park, comme, tu sais, Jaws, c'est juste l'évolution du cinéma hollywoodien, tu sais. Mais tu sais, pour son apport au cinéma, je trouve ça génial parce que tu sais, le cinéma naît souvent à l'enfance. Puis si t'aimes le cinéma, c'est parce que t'as vu quelque chose quand t'es jeune, puis tu développes ça, puis après ça, tu découvres autre chose. Mais tu sais, Spielberg, c'est un peu ça. Tu sais, E.T., c'est. Tu sais, moi j'ai découvert E.T. quand j'avais, je sais pas, 3-4 ans, tu sais, puis ça reste tout le temps. Puis je m'en rappelle encore quand j'étais j'étais jeune, tu sais. Puis je trouve que c'est génial ce qu'il apporte au cinéma, ce gars-là. Pour ça, faut s'en rappeler, faut le souligner. Là, tout à fait. Puis tu sais, moi j'ai pas tout vu la filmographie de Spielberg. Là. 1941, je l'ai jamais vu. Puis il y a quand même quelques semaines, là, j'avais regardé deux films que. Ben, un que j'avais vu plus jeune, mais que j'avais pas aimé parce que plus jeune, on trouve ça long et plate, là, ce genre de film-là. Mais c'était La couleur pourpre. Donc de Purple couleur. Couleur mauve, en fait. Mais en français, c'est La couleur pourpre. Puis, tu sais, c'est un très beau film qui est vraiment à part de la filmographie de Spielberg. Mais que tu rentres dans cette histoire-là. Puis dans le documentaire, il en parle un peu que. Tu sais, dans tous ses films, ce qu'il recherche surtout, c'est lui, dans le fond. Il se recherche lui. Puis ce qu'il met à l'écran, tu sais, dans la plupart de ses films, c'est des parents qui sont en querelle. C'est un père qui est absent. C'est une mère qui est présente, qui a l'imaginaire explosive. Puis tu sais, dans tous ses films, ça se ressent, ça. Puis surtout aussi dans la Purple Color, où est-ce que c'est une histoire complètement que personne vivrait, de nous, de lui, ou de, aucun blanc, là, je crois. Si on parle de couleur, là, de race, aucun blanc aurait vécu ça, même à cette époque-là, mais c'est une histoire de violence, puis c'est une histoire de... C'est une histoire qui est triste, mais qui finit bien, puis que, à la fin, t'es juste heureux, de ta vie. Pas un film que j'aime particulièrement, là, mais ça vaut le coup d'œil, ça, c'est sûr et certain, parce que ça reste du Spielberg. Tout comme Always, toujours, qui est un film que j'avais jamais vu, mais que, tu sais, c'est bien, là, de le regarder une fois, là, mais, tu sais, c'est comme... C'est un film qui est un peu mélangé entre la comédie, l'imaginaire aussi, la fantasy, parce que c'est Richard Dreyfuss qui meurt. C'est un pilote d'avion qui survole les feux de forêt pour éteindre les feux. Puis t'as John Goodman aussi qui est comme un autre pilote qui le suit. Puis non, c'est pas un pilote, John Goodman, c'est un pilote, mais là c'est comme un répartiteur, si tu veux, là, qui va dire faut que tu reviennes à Kazan, faut que tu repartes. Puis Richard Dreyfuss il meurt. Mais là, il vient de se marier avec sa blonde, ou il s'en va se marier avec sa blonde, puis là, sa blonde, elle veut devenir pilote, puis là, lui, il est comme, ah non, tu peux pas. Puis là, finalement, Richard Dreyfuss, il meurt, puis il revient, si tu veux, en fantôme, mais il revient comme, si tu veux, c'est un âme sœur, là, qui revient, c'est ça? Non, un ange gardien, excuse. L'âme sœur. Un ange gardien d'un autre pilote, un jeune pilote qui va comme reprendre le flambeau, si tu veux, de son avion, puis que lui, il va tomber amoureux de sa jeune épouse, sa jeune fiancée, parce que Richard Dreyfuss est quand même vieux dans ce film-là, fait que là, t'es comme le nouveau pilote, le jeune, que là, il tombe amoureux de elle, mais là, elle ressent qu'à travers lui, elle sent l'autre, Richard Dreyfuss. Fait, mais tu sais, c'est un film compliqué, ben, pas compliqué, mais je veux dire... Je voyais pas l'intérêt là, de tous ces personnages-là un peu mélangés. Je trouvais que ça filait bizarre un peu. C'est pas le meilleur de Spielberg, mais ça reste que l'étincelle Spielberg est là. T'sais. L'effet fantomatique, ça ressemblait un peu à Ghost avec Patrick Swayze. Où est-ce qu'il apparaît, puis il est comme tout illuminé, puis c'est tout beau, tout est beau, tout le monde est content, mais ça reste que c'est pas le meilleur de Spielberg. Puis je suis sûr qu'il a fait des films que j'ai peut-être pas vus, mais ben, pour vrai, je pense que j'ai pas mal tout vu ces films, là, à part 1941. As-tu vu Sugarland Express? Non, c'est vrai, lui aussi. Dans le fond, c'est ses premiers films que j'ai pas vus.
Mais c'est ça, mais tu sais, tu regardes Duel, puis tu regardes dans le documentaire, tu sais, la façon dont il a tourné Duel, c'est ce film-là qui a comme fait réaliser à Coppola que, hey, ben Coppola puis Scorsese, c'est eux qui, quand ils ont regardé Duel, c'était comme, Christy, je pensais que c'était un blockbuster, mais dans le fond, le gars, il y a du génie derrière ça, tu sais. Que le camion soit le méchant, puis que, tu sais, ça soit comme tout un camion, un char de mal, comme on dit, là, en bon québécois, tu sais, qui tombe dessus, puis, tu sais, c'est les épreuves à survivre, tu sais, dans la vie de tous les jours. Ouais, parce que Duel, tu sais, l'histoire, c'est n'importe quoi, sauf que la mise en scène, il y a tellement de tension, puis ça ressent, puis c'est extraordinaire, puis je sais pas, il avait quel âge quand il a fait ça, mais il était dans la vingtaine, à peu près, quand il a fait ça, là. Oui, ben, écoute, c'est son, je pense que c'est après 1941, là, c'est son plus grand succès commercial, si on veut, là, tu sais, parce que, au début, c'était censé être un téléfilm. Ouais. Puis là, finalement, ça, justement, c'est ça. Scorsese, il l'a vu à la télé. Puis là, il a dit, c'est bon, ce film-là. Puis là, finalement, ça a comme. Il a comme engendré une espèce une espèce de clan de nouveaux fans base. Que là, il voyait de l'intérêt pour ce genre de film-là. Tu sais, un peu. Tu sais, fiction, genre thriller, puis tout. Puis là, il arrive après ça avec Jaws qui casse le baraque. Puis c'est écœurant. Mais écoutez ça, Spielberg sur Crave, ça vaut la peine. Oui. Veux-tu jouer avec I Saw the TV Glow? Oui, vas-y donc. C'est un film parce que qui a beaucoup... pas, c'est quand même... On n'a pas de grosses nouveautés cette semaine, mais c'est un film qui est récent. Là. Ouais, c'est un film 2024, A24. C'est un film que beaucoup appellent comme film de l'année. Je l'ai pas senti comme ça. Mais je te dirais que le film me reste en tête pareil. C'est un film qui te fait réfléchir sur plusieurs aspects, mais je trouve que le processus pour se rendre à la fin est pénible. Je trouve ça pénible à regarder. Mais le film est intéressant. C'est James Scrumburn qui a fait le film. Je sais pas si c'est un premier long métrage, mais je pense que oui, mais je suis pas sûr. Ouais, je le connais pas. En fait, c'est une femme trans non-binaire. Okay. Le film parle un peu de ça, mais tu peux quand même l'approcher d'une manière différente, où c'est l'écrasement de la banlieue, tout ça. Comment tu te ressens? C'est un film qui va s'inspirer la vie monotone, le quotidien. De la banlieue. Ben, tu sais, c'est comme être écrasé par un mode de vie qui t'est imposé. Bureaucratique un peu, là. Il y a plusieurs choix dans le film que différents personnages vont prendre qui fait que okay. comment tu vas vivre à travers selon c'est ça ton destin. C'est assez intéressant de cette manière-là. C'est un film qui va beaucoup s'inspirer. Tu sais, je voyais beaucoup d'Eraserhead là-dedans. T'as des personnages un peu fucked up en animation bizarre. Les effets sont vraiment intéressants. C'est un mélange entre Moonlight et Eraserhead, je trouvais. Dans le sens que le rythme, c'est Eraserhead. Les thèmes viennent un peu de Moonlight. Tu sais, je deviens quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment moi? Je sais pas si tu voyais Moonlight comme ça, mais pour moi, c'est ça que ça parle. Puis dans le fond, ça se passe sur plusieurs années. Puis c'est un jeune homme qui habite dans une banlieue. Que lui, il se trouve un ami, lui il est comme rejet, puis il y a un autre ami, comme le moment il approche, une jeune fille qui est genre trans un peu, ou elle est en transition, c'est une ado. Puis là, elle tripe sur une émission que lui il connaît pas, puis là il se met à parler avec elle, puis là il connaît qu'à travers l'émission, puis tout ça, puis là ils se rejoignent pour écouter l'émission, puis on dirait qu'à travers l'émission, c'est comme si leur réalité est comme là. Puis c'est là qu'ils apprennent à être qui ils sont. Puis c'est comme la seule place qu'ils peuvent être qui ils sont, parce que s'ils sont ce qu'ils sont pour vrai dans la vraie vie, ils sont comme mis de côté ou ils sont comme en dehors des normes, ce qui fait qu'ils peuvent pas exister comme ils devraient exister. T'sais. Puis à travers le temps, t'as comme l'émission qui se fait canceller ou t'as comme une fin assez abrupte qui arrive dans l'émission. Puis là, il y a tout ça. Puis là, la fille avec qui il est ami, elle s'en va. Puis à un moment donné, elle revient par hasard. Puis là, il reconnecte. Puis tout ça. Puis là, elle envoie la cassette de l'émission mettons le dernier épisode de l'émission qui existe. Puis là, ça va tout chambouler. Puis c'est comme si c'est l'évolution à travers qui ils deviennent, mais est-ce que c'est vraiment qui ils sont pour vrai? C'est un peu ça la question. Puis le film de ce point de vue-là est vraiment intéressant, puis ça te fait réfléchir, puis après plusieurs... Même encore aujourd'hui, je l'ai écouté lundi, je pense, puis là on est samedi, je l'ai encore en tête, puis il me fait réfléchir, puis je suis comme, ok, il y avait quelque chose là-dedans, puis je trouve ça vraiment intéressant, puis j'ai hâte de le revoir. Deuxième écoute peut-être, ouais? Deuxième écoute va être meilleure, assurément. Mais c'est que tout le processus, il y a beaucoup de longs monologues. J'étais comme, oh man, c'est bien trop lourd. Là. J'étais curieux d'entendre des gens juste dire des affaires qui font pas vraiment de sens. Je suis comme, oh. Comme ils restent comme toujours dans la même pièce, puis ils parlent ensemble. Genre, exactement. Puis, t'as-tu vu All of Us Strangers de
avec Paul Mescal, là. Non. Ça me fait penser un peu à ça, tu sais. Ok. C'est très verbeux, puis c'est des dialogues qui me tombent ses nerfs un peu, tu sais. Mhm. Mais au bout du compte, ça te reste dans la tête. All of Us Strangers aussi, c'est le même principe, ça te reste dans la tête. Je trouve le processus est long, mais tu sais, Ouais, ça te fait il en a réfléchir sur watché plein sur d'aspects. Disney+. Tu sais. Ben regardez, ça j'ai vaut la pas- peine. j'ai pas Ça vu vaut la encore. peine. Tu sais. Fais-toi un programme double, ça vaut la peine les deux, je pense, Ah ouais. ensemble. Tu vas peut-être souffrir un petit 4 heures, là, mais, mais ça va te rester en Je suis tête. capable d'en prendre, là, mais... ce que j'entends aussi, là, derrière le résumé là, de ce film-là, c'est que c'est aussi un peu... tu sais, il y a comme une parabole à faire avec plus étrange que fiction, dans le sens qu'ils vont se créer leur propre fiction à travers l'émission, j'ai comme l'impression, là. Ben, c'est pas leur fiction, mais ils vont se retrouver leur réalité à eux, puis c'est comme leur manière d'exister à Se travers ça. réfugier un peu dans Exactement, c'est un leur refuge, monde à eux, exactement, ok. exactement. Hmm. Mais je veux pas dire, je parlerai pas de la fin, mais il y a une scène de la fin qui est Ouais, assez poignante dis-nous aussi pas par de rapport à fin, je ça. te la mets. Ouais, mais c'est comme si ton intérieur est là, puis c'est le masque dans le fond, là. T'as un masque, puis Le t'essaies masque. de vivre. Puis Pensais justement, du masque avec Jim Carrey ou... non, le masque dans Persona, ben c'est ton Persona dans le fond, Ah, Bergman, ouais. mais oui. D'ailleurs, Bergman, Tout est je relié, reviendrai. tout Je est dans tout, reviendrai. Ben. Tout Je est reviendrai relié à à Bergman personne. tantôt, je reviendrai. Mais c'est ça, c'est de savoir quitter, puis à un moment donné, quand t'es faux, quand ta personnalité est fausse, ben tu te mets à craquer, puis ça devient... ça ressort, tu sais. Puis c'est tellement... Il y a des scènes anxiogènes là-dedans, là. Il y a une scène à la fin que c'est... Genre, les derniers 10 minutes, c'est fou raide, là. Il se met juste à gueuler, là, puis t'es comme, oh my god, qu'est-ce que c'est ça? C'est extraordinaire. Puis est-ce que... Parce que moi, c'était ça, plus parce que je voyais les commentaires, mettons, de ce film-là, puis... Tu sais, moi, je suis très... je suis quand même réticent dans les films... ben, bon, je vais les appeler les films woke. c'est pas un terme qui est joli pour tous les films, là, mais le terme woke, c'est... tu sais, un film qui est un peu trop poussé sur le message de « Hey, acceptez-nous comme on est, puis tu sais, on est gay, on est trans, on est tout, puis... » Tu sais, veux pas, il faut que le message soit subtil là, pour que le film soit bon. Parce que si c'est trop poussé, c'est mauvais. Ben, Puis là, moi, j'avais des réticences par rapport à ça. Toi, comment tu le feels? Je pense pas que c'est un message qui est trop poussé, parce que non seulement la cinéaste est une trans non-binaire, donc c'est sa réalité, mais c'est pas de dire... Je pense que ce que tu veux dire, c'est pas dans le film. Okay. Parce que je pense que tu peux faire une lecture autre, même si t'es pas un trans, même si tu vis pas cette réalité-là, tu peux t'y adapter parce que c'est l'écrasement d'un mode de vie. Ouais. C'est l'écrasement d'une espèce de normalité, puis tu sais, si t'es pas dans cette normalité, t'as comme plusieurs choix à faire, genre la mort ou se conformer, tu sais. Puis dans les deux cas, c'est deux manières qui sont pas adéquates, je pense, pour se conformer à une société, là, tu sais. Je pense que tu devrais juste essayer d'être toi-même, même si les gens acceptent pas, là, tu sais. À part se tuer ou juste devenir quelqu'un d'autre, il y a des autres solutions. Il y a ça, tu sais, mais non, je pense pas que c'est intéressant comment tu l'apportes. Ouais. Ben, tu Parce me donnes que... le goût de l'écouter, tu me donnes le goût de... Ben écoute, moi je vous le conseille, mais avec... en ayant une approche, en sachant que c'est un film qui est très verbeux, puis que des fois je suis comme, c'est comme trop de paroles, mais l'esthétique est vraiment le fun. Puis si tu t'attends à ce que tu vas regarder, je pense que tu vas vraiment apprécier. Puis moi j'ai hâte de le revoir parce que je sais à quoi m'attendre maintenant, puis je pense que le film... Là j'ai mis 3 étoiles, je pense qu'il va pouvoir monter pas mal plus haut en m'attendant à ça, t'sais. Parfait. C'est très intéressant. Toi, tu l'as acheté, hein? Il était sur iTunes à 5$, fait que je l'ai pris. Ah, ok. C'est ça. Mais, parce que je crois que c'est ça, la seule façon de le regarder, c'est de le louer ou de l'acheter. Ouais. Ou... Mais il risque d'être sur Crave un jour. Streaming à date. Il va être sur Crave un jour, j'imagine, parce que A24 a une entente avec HBO, là, fait que j'imagine qu'il va arriver dans pas si longtemps que ça. T'sais. Oui, parce que c'est un film A24 quand même. Oui. Puis ça sonne A24, pour le meilleur, pour le pire aussi. Là, des fois, A24, c'est pompeux, puis c'est très artsy, là, puis le film est de même. Là, fait que, attendez-vous tu vois, il y en a un prochain 24 que je suis comme... Je vais peut-être passer mon tour, là, mais c'est le film sur l'an 2000 là, que tout explose. Là, ah ouais, Y2K, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, Y2K. Ouais. Produit par Jonah Hill, puis là, il nous l'enfonce dans la gorge, là, mais c'est comme... On dirait, je ressens pas la vibe vraiment A24, là, mais en tout cas, c'est peut-être plus le paraître que je ressens, un peu comme mid-90s là, qu'on avait vu. Ouais. Mais écoute, on verra. À suivre. On verra. Donc, en tout cas, sur la TV Glow, je vous le conseille quand même, mais sachez à quoi vous attendre. Parfait. C'est le fun parce que on parle de streaming, on parle de films, puis un service streaming qui est très
très bien là, en ce moment. Moi, tout ce que je regarde dessus, ça me plaît quand même. C'est Prime Video. Je sais pas si c'était Prime Video, Ben. Ben, je l'avais la semaine passée pour 7 jours, Ah, mais ok. là, je l'ai plus. Prime Video, là, pour vrai, ça vaut la peine, je trouve, pour tu sais, tout ce qui est justement film, série originale de Prime. Il y a beaucoup de nouveautés aussi sur Prime. Tu sais, des nouveautés Oui. sortent souvent en premier là-dessus. Là. C'est vrai. Puis, ça fait longtemps que dans ma watchlist de Prime, j'ai un documentaire. Je l'avais gardé. Je sais pas pourquoi je l'avais pas encore regardé. Mais c'est un documentaire de 2021 par Lee Scott. Qui a fait il a fait des films, là. Je vois Palo Alto. J'ai jamais vu ça. Palo Alto, c'est pas le film de C'est avec la cousine de Sofia Coppola, là? Oui, G.R. Gia Coppola. Coppola, c'est ça, ok. C'est avec Emma Roberts. Mais c'est ça. Puis les autres films, je connais vraiment pas. Mais Lee Scott, puis un documentaire de Ting Poo. Oui. C'est P-O-O. Je sais pas si on dit Po ou Poo. Mais Winnie the Pooh, moi je l'appelle Pooh. Fait que. Val. Le documentaire, il s'appelle Val. Puis je sais pas si tu connais quelqu'un qui s'appelle Val. C'est pas un diminutif là, de Valérie ou Valérien. C'est vraiment son nom à la personne, c'est Val. Oui. C'est qui à qui tu penses? Val Kilmer. Val Kilmer! Oui, mesdames et messieurs, Val Kilmer. Un acteur qui est un peu tombé dans l'oubli. Mais que j'adore. Moi, j'adore tous ses films. La plupart, là. Peut-être pas tous, mais j'adore cet acteur-là parce que c'est un acteur qui est quand même très connu pour son début de carrière dans les années 80. Puis les années 90 aussi, qui a comme topé sa carrière. Puis bon, au début 2000, il revenait, on le voyait moins souvent et tout. Puis c'est un documentaire vraiment là, de 1h50. Fait. Tu sais, là, je t'ai nommé des réalisateurs, là, mais c'est toutes des archives de Val Kilmer. Parce que ce gars-là, là, il filmait tout. Il y avait une caméra, là, puis là, tu le vois au début, là, ben, je sais pas si tu connais la triste histoire de Val Kilmer, là. Ben, je sais qu'il y avait un cancer de la gorge. Il a eu le cancer de la gorge. Fait que c'est ça qui a mis fin à sa carrière, surtout, là, parce qu'il peut plus parler. Mais il est mort, Val correctement, Kilmer. là. Il y a comme un trou ici, là, fait que là, il pèse sur sa gorge, puis là, il Ça parle, fait- là, mais Ah, t'entends il est pas presque mort encore? rien. Il est pas mort? Il est pas mort encore, non, Ah, non. ok. Ben, il a passé dans Top Gun Maverick. Parce qu'il revenait en Iceman. Je sais pas si t'as vu Top Gun, là, l'original. Non. Ok, parce que c'est vraiment c'est ce rôle-là d'Iceman qui l'a fait connaître au plus grand public, à un public plus large, tu sais. Puis, tu sais, c'était un rôle quand même. Tu sais, c'était un rôle de douchebag, là, mais je veux dire, il jouait bien, là, tu sais, il jouait à fond, puis Iceman, il est revenu en 2021, justement, pour jouer Iceman. Je pense qu'il y a 2 scènes. Là. Il est pas là souvent. Puis bon, je veux pas spoiler rien, mais son personnage, en tout cas, il est pas là longtemps. Mais, mais le documentaire de Val, qui est sorti en 2021, tu vois Val en 2021. Là, il parle. C'est lui qui va raconter un peu les archives vidéo qu'on va trouver. Mais il nous présente sa maison, puis c'est vraiment un gars farfelu, man. C'est vraiment il s'est un peu sombré dans l'artiste en lui, là, parce que là, tu le vois, ses cheveux longs, puis là, il porte des foulards, des bracelets, il a comme 10 000 bagues, puis il ressemble un peu à un Bouddha, là, un peu. Mais, là, il parle, puis il se pèse sa gorge, puis là, t'entends rien de ce qu'il dit, mais tu vois les sous-titres, fait que tu dis, ok, j'ai compris, dans quelque sorte. Mais la narration, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que la narration, c'est son fils qui l'a fait. C'est Jack Kilmer qui est son fils. Il y a une fille puis un fils. Puis Jack Kilmer fait la narration comme si c'était lui, dans le fond. Comme si c'était Kilmer qui parlait de lui. Fait qu'il parle quand j'étais jeune, j'avais 2 frères, j'avais une mère, j'avais un père. Fait il parle comme si c'était son père qui narratait le film. Fait que ça, je trouvais ça vraiment original, c'était le fun. T'sais. Puis là, tu le vois, le documentaire commence que il nous amène chez eux, puis dans une des pièces, là, il y a en fait un entrepôt. Il y a comme genre 30 boîtes avec toutes des cassettes de films. Puis là,
sais, le gars, quand je te dis il filmait tout, là, c'est il avait toujours une caméra à main. Puis sur tous les plateaux de tournage, il amenait sa caméra. Puis là, souvent, les réalisateurs étaient comme là, Val, tu me ranges ça, cette caméra-là, je veux pas voir filmer. Puis là, tu sais, il se faisait chier dessus parce qu'il filmait tout. Puis là, il commençait à filmer en cachette. Puis, ah non, c'est vraiment sick là, comme documentaire, c'est vraiment nice. Puis, ben là, tu sais, c'est un documentaire où est-ce que on va vraiment parcourir sa jeunesse. Il a vécu aussi des moments tristes. Il a perdu un petit frère. Son petit frère au départ, son petit frère, c'est lui qui faisait comme des petits films, là, un peu comme un petit Steven Spielberg, là, mais son petit frère, il faisait jouer Val puis leur grand frère comme acteur dans des films qu'il filmait. Puis là, il y avait une imagination débordante, puis son petit frère s'est noyé finalement. Fait que là, il y a comme un aspect très, très triste là, dans sa vie de famille où est-ce qu'il raconte que il se remémore souvent son petit frère, que l'homme qu'il aurait pu devenir. T'sais. Puis là, tu te rends compte que on dirait qu'il a comme pris cette énergie-là de son petit frère pour le mettre dans sa carrière. T'sais. Parce que avant tout, Val Kilmer, ça je le savais pas, mais avant tout, c'est un homme de théâtre, man. C'est un spécimen là, du stage. Puis quand il était jeune, il a joué à Juilliard il jouait avec Kevin Bacon, Sean Payne. Tu les vois, il est film, pis là, c'est juste des. Man, c'est des ados, là, qui font du théâtre. Pis c'est juste vraiment intéressant de voir des gens célèbres, là, des grands acteurs connus aujourd'hui que, à cette époque-là, à leur âge, c'était juste des caves qui voulaient juste faire s'amuser, puis jouer, puis devenir des artistes, là. Fait que. C'est un homme de théâtre avant tout, mais à travers sa vie, tu vas découvrir aussi sur les plateaux de tournage qu'est-ce qu'il allait, qu'est-ce qu'il allait pas. T'sais. Moi, j'aime beaucoup son Batman qu'il a fait. Batman Forever. C'est le premier de Joel Schumacher en 95, je me trompe pas. Puis, il racontait que c'était le rôle qui l'a le plus surpris. Il était, je pense, en Australie, il filmait un film avec Michael Douglas, puis il a reçu un appel comme quoi il y avait le rôle de Batman, puis là, il était comme super excité parce qu'il disait tous les petits-enfants, ils rêvent de devenir Batman plus tard. Mais il disait il dit rapidement, j'ai compris que c'est le fun de juste rêver, être Batman. Mais devenir Batman, c'est morose puis c'est platonistique. Il racontait que dans le suit, tu peux pas jouer avec le suit. Il racontait, je regarde le film aujourd'hui, puis je mets tout le temps mes mains sur les hanches, puis je suis comme vraiment figé, puis je joue tellement mal, puis en même temps, il faisait un bon Bruce Banner, Bruce Banner, c'est Hulk, un bon Bruce Wayne, mais quand il y avait le saut, il pouvait pas respirer, il pouvait pas bouger, puis on parle de 95, là, d'après moi, son saut ressemblait peut-être à celui de Keaton là, dans le premier Batman de Tim Burton. Mais ça reste que il a comme détesté jouer Batman, puis c'est pour ça qu'il n'est pas revenu pour le Batman and Robin. Puis bon, c'est dommage parce que là on a eu George Clooney. Mais il dit à ce moment-là, il faisait beaucoup de films blockbusters, puis il a découvert que c'était pas ça, c'était pas ça son but, c'était pas ça qu'il voulait faire. Puis en 95, il a joué tout de suite après le tournage de Batman. Il allé jouer un de ses plus grands rôles, en fait, dans un film de Michael Mann qui est Tension. Heat. Donc, ouais, Heat. C'est ça, je cherchais j'allais dire High, mais c'est pas ça. Être high, ben, c'est pas Tension. Mais Heat, qui est un film incroyable, tu sais, puis là, c'est ça qui est fou avec cet acteur-là, c'est que, aujourd'hui, comme on dit, vu qu'il est malade, il fait plus de rôle, mais il fait plus de films vraiment. Mais il a joué avec certains des plus grands acteurs de tous les temps, Al Pacino, Robert De Niro. Il a joué avec Marlon Brando dans un film vraiment mauvais, qui est L'île du Docteur Moreau. C'est comme. C'était vraiment un film de merde. Puis, ce qui est incroyable, c'est qu'il a filmé sur le plateau, puis le réalisateur, c'est là que tu vois un réalisateur qui est vraiment frustré qui filme parce qu'il dit vous jouez tout mal, puis là il dit toi avec ta caméra tu décalisses parce que là sinon je te fais sortir du film. Puis là... Mais l'affaire c'est parce que Marlon Brando à cette époque-là, c'est en 96, 97 je crois, fait que Marlon Brando il avait pris du poids, puis
il était... Souvent, là, c'était même pas lui qui était sur le plateau. Ils ont juste pris un acteur, genre, un acteur qui ressemble, puis ils ont une doubleur, là, tu sais, puis ils l'ont maquillé, parce que dans ce film-là, Marlon Brando, il est comme tout en blanc, puis il a tout le temps des lunettes de soleil, puis tu sais, c'est un obèse, là, c'est comme un gros qui fout rien. Puis Val Kilmer, il dit, j'étais tellement excité de jouer avec Brando, je suis allé le voir, puis dans le film, il y a David Twillis aussi qui joue, puis ils se sont juste regardés, lui puis David, puis ils ont dit, c'est pas Brando, ça. Il parlait avec un gars qui se faisait passer pour Brando. Mais c'est juste un inconnu. Hey, j'étais crampé dans mon salon quand j'ai vu ça. Mais en tout cas, c'est plein de petites scènes cocasses de même que c'est vraiment un bon documentaire. Là. Moi, j'ai vraiment aimé. Tu sais, c'est sûr, ça vient pas me chercher autant que Robin Williams ou Spielberg, là, parce que c'est pas... Il y a moins de nostalgie. C'est ça, il y a moins de nostalgie, mais je te dirais que l'aspect, comme justement, l'aspect fort du documentaire, c'est on se sent tellement près de Val Kilmer, puis c'est là que, on devient triste un peu pour ce qui lui est arrivé, puis ce qui est devenu, mais à la fin du documentaire, tu te rends compte que il est encore actif, le gars, il fait plein d'affaires dans sa vie, puis il vit bien aussi avec sa famille, ses enfants, son ex-femme aussi. C'est comme deux amis qui continuent de se voir. Fait que, il y a un aspect très beau à voir dans ce documentaire-là. Je vous le conseille. Sur Prime Video. Checkez ça. Ah oui, certainement. Vous checkez avec un autre film? Moi, je parlais avec Le Sacrifice de Andrei Tarkovsky, parce que j'étais à la Cinémathèque. La semaine passée, je parlais de Mirror de Tarkovsky. Oui. Là, j'ai été voir Le Sacrifice, qui est son dernier film en 86. Puis Tarkovsky est décédé en 86 aussi, fait qu'il a fait le film en processus de mourir. Il a eu un cancer des poumons, puis il est décédé. Ouais, tu parlais à cause à cause des du radiations. Stalker, c'est ça. Il est mort à 54 ans, je pense, en 86. Puis Tarkovsky avait une grande admiration pour Bergman, fait qu'il a été tourné en Suède, sur le bord de l'eau, comme Bergman faisait sur une île, puis tout ça. Puis c'est un film qui est très... Tu sais, Bergman, tu comprends pas toujours ce qu'il dit, tu comprends pas toujours ce qu'il veut faire, c'est très pompeux, c'est très verbeux aussi, ça parle beaucoup, des longs dialogues philosophiques. Puis Le Sacrifice, c'est un peu ça. En fait, non, c'est beaucoup ça. C'est un film qui dure 2h30. J'ai trouvé ça extrêmement pénible à écouter. C'était... Ah ouais? Il y a un commentaire sur Letterboxd qui dit ça dure 2h30, ça a l'air de durer 5h, mais ça te reste dans la tête toute ta vie. Puis c'est exactement ça. C'est un film qui est tellement dur à écouter parce que c'est long puis ça arrête plus, tu sais. Mais ça réfléchit sur tous les regrets avant de mourir, puis comme qu'est-ce que je fais comme artiste, tout ça. Parce que dans le fond, le film, c'est un acteur qui est reclus, puis qui réfléchit à sa vie, puis que tout le fait de comme pourquoi on parle dans la vie, pourquoi qu'on parle, on devrait juste vivre à la place de parler, puis à la place de dire n'importe quoi, mais tu sais, vivons-les, faisons des choses, tu sais. Puis tout ce qu'on dit sert à rien, tu sais. Puis ça réfléchit à ça. Puis là, un moment donné, ils dînent ensemble. Puis là, t'as des attaques nucléaires qui arrivent. Fait que c'est comme la fin du monde. Fait que là, les gens dans la maison se mettent à capoter. Puis ces scènes-là sont assez réussies. Tu sens c'est très anxiogène. Puis tu sens que les gens sont pas bien. Puis qu'est-ce que tu fais quand c'est la fin du monde? Est-ce que il y a genre des guns? Est-ce que c'est le temps de se tuer parce qu'on dit on vivra pas la fin du monde? Vous avez comme ça. Il y a comme des calmants, tout ça. Fait que lui, il va faire un pacte avec quelqu'un pour ramener comme c'était avant. Puis tout ça. Mais tu sais, tout ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est dans la tête du personnage qui est rendu un peu fou, quoi. Ça reste à découvrir, là. Ça dépend comment tu vois le film. Puis, le film, c'est ça, c'est très philosophique par rapport à quelqu'un qui va mourir. Donc, t'es dans la tête de quelqu'un qui est sur le point de la mort, puis qui réfléchit à tout ce qu'il a fait avant, puis ça t'amène à réfléchir à ça, mais c'est une grande œuvre, c'est indéniable, mais tu sais, je me sens emmerdé, tu sais. Mais, je pense que, tu sais, la scène, tu me parlais la semaine passée de la maison qui brûle. Oui. Ben, dans ce film-là. C'est dans ce film-là, puis c'est à la fin du film. Puis c'est vraiment impressionnant parce que la maison elle brûle pour vrai, là, tu sais. Puis ta voix brûler devant tes yeux, c'est quasiment un plan séquence. Et là, ça, puis je pense, il mouillasse-tu en même temps? Y a-tu comme de la pluie un peu? Je me souviens, me semble, en tout cas, il y avait une température vraiment bizarre. Oui, c'est dans ça un autre donne film, tellement un bel effet, je trouve, au feu justement que tu vois, puis il devait faire chaud à Nostik. Puis tu sais, là j'en parle, c'est un film qui est tellement dur à décortiquer que tu sais, je touche à peu près 1% du film parce que je comprends pas tout ce que j'ai regardé non plus. Tu sais, ça va prendre plusieurs écoutes pour vraiment cerner tout. Puis t'as beaucoup ça aussi, le feu, l'eau, de toutes les
les éléments sont Les joués éléments, là-dedans, oui. puis ça parle beaucoup de ça, tu sais, la La vie en général. nature, puis... Mais pour revenir à la maison qui brûle, ben c'est que la maison elle brûle pour vrai, là. Fait que tu vois ça quasiment en plan séquence se détruire devant tes yeux. Puis c'est un méchant feu, là, c'est pas un petit feu de rien, là, ça pogne en feu pour vrai la maison, puis c'est vraiment impressionnant à regarder sur grand écran. Fait que ouais. Mais, ouais, tu sais, c'est un film qui demande. Tu sais, je préfère Bergman. Tu sais, on s'entend que les films Bergman, pour moi, c'est le summum. Mais ça joue dans les mêmes eaux. C'est un film qui demande beaucoup d'attention, puis beaucoup de réflexion, puis plusieurs écoutes pour l'apprécier 100%. Mais je vous le conseille si ça vous tente de vous embarquer dans. Tu sais, comme je parlais avec Chris, justement, parce que là, on est rendu membre à Cinémathèque, Cinémasca. Puis il dit, t'as-tu un film à me conseiller cette semaine? J'ai dit, ben, tu sais, ce film-là, si t'as envie de t'embarquer dans une aventure spirituelle, introspective russe, ben, vas-y, tu sais. Ouais, ben, tu sais, je trouve... En tout cas, ben, ce genre de film-là, pour en avoir vu, là, j'ai pas tout vu, là, c'est Tarkovsky, mais... Il y a juste c'est... 7 films. Il a pas fait beaucoup Ouais. de films, Tarkovsky. Ben, c'est ça, pis, tu sais, oui, tu peux te lancer dans sa filmographie, mais je veux dire, faut que tu sois prêt, là, Oui. à justement... à t'ouvrir l'esprit, puis juste regarder, puis vivre le moment, parce que, tu sais, c'est ça, c'est le genre de film que tu peux pas prendre une pause, aller aux toilettes, puis revenir, puis comme... Non. Puis Tu sais, je si pense tu que. décroches, tu vas décrocher jusqu'à la fin, puis faut pas que tu décroches, tu sais. Mais tu sais, c'est le genre de film qu'il faut pas que tu sautes les étapes. T'sais, moi, je pense toujours à ma phrase que je dis toujours, c'est. Ouais, dis-moi donc ça. Je veux toujours amener. Mettons que quelqu'un découvre le cinéma, je veux l'amener à regarder Persona. Sauf que si du jour au lendemain, je te dis, regarde Persona, tu regarderas plus de film puis tu me parleras plus, tu sais. Fait que c'est un peu le même concept avec Tarkovsky. Il faut que tu montes les Ouais. étapes puis tu te rendes à ça parce que si du jour au lendemain tu passes de Marvel à Tarkovsky, ben tu vas m'assassiner, là, tu sais. Ah, non, c'est sûr, c'est ça. Ben, de base, si tu penses que Marvel, c'est le cinéma, c'est... Tu sais, moi, je suis un grand fan là, de Marvel. Je veux dire, je suis un geek à fond là, dans les super-héros, dans les gros blockbusters, mais faut pas que tu prennes Marvel comme exemple de grand cinéma. Tu sais, c'est un grand blockbuster, c'est un grand divertissement, mais c'est pas un grand cinéma, tu sais. C'est ça. Fait que, en tout cas, Tarkovsky, ben, découvrez son œuvre en général si ça vous tente. Tu sais, The Stalker, pour moi, c'est son meilleur film que j'ai vu. J'en ai deux que je pense que j'ai pas vu, c'est Nostalgia puis Andrei Roublev. Puis le Evan's Childhood aussi, j'ai pas vu. J'en ai trois que j'ai pas vu, le reste j'ai tout vu. Puis Yeah. Stalker, pour vrai, c'est quelque chose. C'est un film de science-fiction. La plupart de assez tes technique. films sont sur Criterion, Criterion. j'imagine. Ben, sûrement sur YouTube aussi, si vous cherchez un peu, là, ça doit se trouver sur YouTube. Ils sont pas très longs non plus, là, de ce que je Ah voyais, non, là. c'est long. Stalker, oui? c'est genre 3 heures. Solaris. c'est vrai? As-tu déjà vu Solaris? Moi, j'ai vu les deux. Là. J'ai vu Ouais, lui, ben, j'ai Soderbergh, vu puis l'autre, là. j'ai pas tout vu l'original. Ok, mais Il c'est me semble que long, j'avais là. manqué à la fin, man. J'avais manqué à la fin. Mais j'ai vu le remake, qui est, tu sais, c'était pas... de Soderbergh, là, qui a fait Ouais. un remake de Solaris. Ouais. Mais, très intéressé de voir ça. Mais, c'est ça, dans le sacrifice, admettons, là, il est... Il me semble qu'il est pas si long, le sacrifice. C'est Il est 2h30. 2h30. Il paraît comme 3 ou... Pareil comme 5. Mais je vous le conseille pareil. Là, c'est une expérience. Bon, ouais, non, c'est sûr. Faut vivre l'expérience. Ouais. Tu veux-tu que j'aille avec une expérience incroyable que vous pourriez vivre n'importe quand Vas-y. si vous avez Netflix? Ah oui, je sais où tu Parce t'en que vas là, je me avec ça. lance dans Netflix. Là. Je t'ai parlé de Crave, je t'ai parlé de Prime Video. Là, on s'en va dans Netflix. Où est-ce qu'il y a énormément de documentaires sur Netflix. Je sais pas si tu le sais, là. C'est ça. quand tu te lances dans les documentaires Netflix, là, c'est que t'en as pour une Christie dizaine de jours. Il y en a beaucoup là, encore qui sont dans ma watchlist, mais que je vais prendre un break un peu. Tu sais, j'aime les Tu sais, documentaires, mais je préfère les films. Bizarrement, on parle de Netflix, puis souvent Netflix, quand c'est écrit film Netflix, c'est de la cochonnerie. Puis là, Oui. c'est des super bons films. Puis on dirait les documentaires, je sais pas s'ils ont une petite formule qui marche ou je sais pas, mais tu sais, on sort de ce qu'ils font habituellement. Il y a de la qualité, là, tu sais. Ben, tu sais, Netflix, là, c'est. Moi, je l'ai toujours dit, tu sais, Netflix sont pas bons pour faire des films. Ils sont bons pour faire des séries. Puis même là, tu sais, aujourd'hui, ils font tellement de séries qu'il y a beaucoup de scrap aussi là, dans leurs séries. Mais, tu sais, j'ai pas toutes vu leurs séries non plus. Là. Mais ils ont eu du succès dans des séries. C'est quoi ça? Faut que je branche mon ordi. Là. Ok. Ils ont eu du succès, Ben, dans plusieurs séries. Mais va pas me dire qu'ils ont un grand film qui ont vraiment tout déchaîné, tu sais. En même temps, tu
sais, oui, il y a des films qui s'en vont aux Oscars. Ben, ils ont des films de il y a des qualité. Il y a Roma, il y a Marriage Story qui Oui, fait pas si mal. mais tu sais, tu vas beaucoup de pas attribuer le succès à Netflix. Tu vas l'attribuer aux réalisateurs et aux gens qui vont payer pour faire ce film-là. Tu sais. Puis, mais quand tu regardes les documentaires qu'ils font, tu vois qu'ils ont quand même du talent pour aller chercher justement une certaine production autour du documentaire qu'on verrait pas ailleurs. T'sais. Puis je ne sais pas à quel point les réalisateurs font le montage. Parce qu'un documentaire, souvent, là, comme on voit dans le documentaire de Val Kilmer, je veux dire, la réalisation est. Oui, il se fait filmer en jasant, là, mais il n'y a rien de spécial. Un peu comme Spielberg, c'est un documentaire très normal, là, dans le sens que Spielberg il est assis, puis il parle face à toi, puis il y a un background un peu derrière. Mais ce qu'on veut voir dans un documentaire de ce genre-là, c'est les archives. C'est les photos, les vidéos, c'est des images, behind the scene, où ce que tu vas voir vraiment l'arrière du décor. Oui, vas-y, parle. Je dirais plus c'est plus un choix de pacing, la réalisation de ce genre d'affaires-là, que de choix créatifs. Exact. Parce que mettons, tu regardes Get Back, Oui. c'est pas des images tournées par Peter Jackson, sauf que c'est Peter Jackson qui va faire son pacing, puis qui va décider qu'est-ce qu'il va jouer où. Puis Oui. même si, je sais pas s'il est monteur ou il doit être dans la salle de montage, j'imagine. Ben, c'est ça. J'imagine que pour les documentaires, le réalisateur a beaucoup de pouvoir sur le montage aussi qu'il va faire. Parce qu'en général, sur un film, un film ordinaire là, qu'on va voir, là, une fiction, souvent ils ont des monteurs qui vont monter le film, mais c'est le réalisateur qui va tourner toutes les roches. Puis oui, j'imagine qu'ils ont leur dernier mot à dire, là, comme cette roche-là, je veux vraiment qu'elle soit là. Puis... Mais souvent, un film de fiction, mettons, au Québec, on va dire, aux États-Unis, je sais pas trop, mais au Québec, le film va être monté pendant qu'il tourne. Fait que ça va c'est plus rapide. C'est ça. Souvent, le réalisateur n'a même pas de regard dessus, ça se monte déjà tout seul. C'est pour ça aussi qu'ils vont pas se fixer sur l'histoire narrative. Ils peuvent filmer la fin s'ils veulent. Comme ça, le montage se fait de la fin au début. T'sais. Ben, tu sais, on a reçu Louis Bélanger l'autre jour à Samasca, puis il parlait de ça justement, puis il disait, lui, il fait très peu de prises, parce que si la prise est bonne, je veux pas donner le choix au monteur, je veux que ça soit celle-là. T'sais. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. T'sais. Ben, souvent, c'est ça. Hein, c'est pour ça aussi qu'on dit souvent, l'acteur a comme improvisé sur un moment, puis c'est la seule prise qu'il y a eu, parce que c'était tellement beau que le réalisateur a juste dit, moi, je garde ça de même. T'sais. Ouais. Fait que, ils ont quand même un certain pouvoir, les réalisateurs. Mais là, je te parle de documentaires de Netflix, que là, tu te dis, bon, Netflix, c'est qui gère ça? C'est-tu les réalisateurs, c'est-tu les monteurs, c'est-tu justement les producteurs de Netflix qui vont décider quoi mettre dans tel documentaire? Mais là, j'ai regardé un documentaire mini-série en 10 épisodes de pas mal 1 heure chaque, là, une 50aine de minutes chaque. Puis c'était vraiment incroyable comme événement, là, Ben. C'est une mini-série de 2020 qui se nomme The Last Dance. Ouais, puis tu te C'est rends vraiment avec, incroyable. c'est des gros égos. C'est parfait parce que c'est juste des petits personnages un peu fucked up. Là, Dennis Mais Rodman, tu l'as-tu vu un peu? T'as-tu commencé Non, j'ai pas regardé, non. Parce que toi qui es un sportif, Ben, puis qui adore le sport, d'après moi, tu vas triper ta vie aussi. Tu sais, moi, je suis pas un grand sportif, je regarde pas le sport à la télé, mais s'il y a une chose que j'adore, c'est Michael Jordan. Je l'adore, Michael Jordan. Puis le basket, c'est pas mal le sport que je préfère regarder. T'sais. J'ai déjà été voir des matchs de basket, puis l'ambiance est le fun, puis je trouve le hockey, c'est comme les bruits de puck, puis tout. Moi, ça m'intéresse peu. Puis le football, je suis toujours trop loin, on dirait que je vois jamais le ballon. Mais le basket, c'est le fun parce que c'est court quand même comme distance, puis ils se rentrent dedans, puis ils sautent, ils font des dunks. Puis Michael Jordan, on va se le dire, c'est un dieu du basket. Puis moi, j'ai toujours été un grand fan de Jordan parce que j'adore Space Jam. Puis, c'est Space Jam, dans le fond, qui m'a donné le goût de regarder Michael Jordan jouer au basket. Puis, il faut dire que je suis pas spécial parce que j'aime Jordan. Là. Je veux dire, c'est encore aujourd'hui, je trouve, le plus grand joueur de basket au monde, puis le plus populaire, tu sais. Il y a un débat à avoir ici, là. Oui, il y a un grand débat, c'est sûr, tu sais, mais... C'est LeBron James. Oui, non, attends. LeBron James, là, il a sorti Space Jam 2, là, pis c'était de la grosse marde, ok? Mais juste pour dire, je pense pas que LeBron James accote Jordan
au niveau de la popularité. Tu sais, par rapport au sport, peut-être, là, si tu regardes les stats, peut-être que LeBron James il est meilleur. Mais Jordan va rester quand même un dieu par rapport à son charisme, puis en rapport à l'être. C'est plus un personnage que LeBron James, j'ai l'impression. Tu sais, le sportif qui est devenu, puis bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est aussi dans une époque où est-ce que tout le monde critique tout, là, fait que c'est sûr que LeBron James, il est peut-être pas à la bonne époque, ou je sais pas, mais The Last Dance, ça parle pas juste de Jordan, là, mais, tu sais, oui, le personnage principal, c'est Jordan, parce que c'est l'histoire des Bulls de Chicago, donc l'équipe de Jordan, qui vont... 96, hein, c'est ça? Ben, en fait, c'est 98, qui est comme leur dernier essai d'avoir un sixième tournoi là, NBA champion du monde. Ben 6 ou 5 là. Il me semble que c'est 6. C'est sixième parce qu'ils ont gagné en 91 le premier, 92, 93. Là, 94 puis 95, Jordan n'était pas là. Il a pris sa retraite, je pense, hein, c'est ça. Ouais, non, 95 il est revenu, mais ils ont perdu. Puis ils ont gagné 96, 97. Ok. Fait que, non, t'as peu. Je pense qu'en 92, ils ont commencé, c'est ça. Fait que c'est pour 98, là, avoir le sixième tournoi. Puis, parce que ça fait quand même beaucoup d'épisodes, là, 10 épisodes. Puis chaque épisode, tu sais, on commence, là, quand même, chaque épisode va te raconter, tu sais, un des grandes figures de l'équipe. En fait, je vais toutes les nommer, là, les grandes figures qu'on va explorer un peu plus leur parcours. Donc, d'abord, Michael Jordan. Tu vas avoir Scottie Pippen. Dennis Rodman. Que lui, j'adore parce que... Oui, lui, je l'adore parce que... Tu vois, lui aussi, je le connaissais bien. Parce que j'avais vu Duel Explosif. Ouais. Avec Jean-Claude Van Damme. Non, c'est pas Duel, c'est Duo, je pense. Duo Explosif. En anglais, je me souviens pas c'est quoi. C'est comme deux titres différents. Mais c'est ça, il a fait un film avec Jean-Claude Van Damme, c'était écœurant. Puis je pense qu'il a fait de la lutte aussi avec Hulk Hogan. On voyait ça dans le documentaire. Ben, il a fait ils sont servis de lui pour se rapprocher de Kim Jong-un en Corée du Nord, parce qu'il trippait sur les bourses des années 90, ouais. Mais Dennis Rodman, c'est incroyable son histoire. On va parler aussi de Steve Kerr. Ouais. Lui qui est rendu coach avec les Warriors, que tu sais, Warriors c'est une dynastie des dernières années. Ah, c'est vrai, ok. C'est une légende, ouais. Ben, Steve Kerr, tu sais, il est arrivé un peu plus tard, mais quand tu vois comment il jouait quand même bien. Puis Phil Jackson, qui était le coach qui est resté, je pense, le plus longtemps là, aux Bulls, en tout cas dans cette époque-là. Puis, c'est ça, fait que à chacun de ces 5 figures-là de l'équipe des Bulls de Chicago, on va parcourir leur vie un peu. Tu sais, à chaque épisode, au début, là, tu vas avoir un moment au début de l'épisode qui va expliquer sa jeunesse, puis d'où il vient, puis... Tu sais, mais ça, c'est plus... c'est un peu plus Jordan, tu sais, dans le premier épisode. Scottie va être plus ça dans le deuxième, qui va raconter son histoire, comment il est arrivé dans les Bulls. Après ça, t'as Dennis Rodman. Mais Dennis Rodman, il est comme arrivé justement en 96. Fait que, tu sais, tu passes des années 80, tu sais, dans un épisode, là, tu peux être dans les années 80. Puis là, tu reviens au présent, du documentaire qui parle de leur dernière course, si tu veux, au championnat, qui est en 98. Puis là, tu retournes en 92, qui s'est passé de quoi? Là, tu retournes... Ok, Dennis Rodman, il est arrivé en 96, puis là, Dennis Rodman, il est avec les Pistons dans les années 80, fait que là, on retourne en arrière. Tu sais, ça, c'est un petit défaut du documentaire, je trouve, là, ça... On se promène beaucoup, là, d'année en année, puis des fois, tu vas comme revenir, tu sais, t'as passé cette année-là, fait que tu dis, ok, ouais, je m'en rappelle que c'est passé là, puis là, tu vas revenir 2 épisodes plus tard, tu reviens dans cette même année-là, mais là, faut que tu essayes d'assimiler, ok, c'est vrai que c'est ça que j'ai vu dans l'autre épisode. Ça, je trouvais que c'était quand même mélangé un peu, mais c'est tellement bien monté, puis c'est ça, à chaque épisode, au début, tu vas avoir leur histoire, leur parcours, puis au bout du compte, je te dirais, les 5 derniers épisodes, là, tu suis vraiment, quand ils ont commencé à gagner, là,
Fait que tu suis vraiment l'année 91, ok, on a joué, à la fin, on a perdu de peu, il s'est passé de quoi, puis là, ils sont revenus l'année d'après, 92, ok, on les a eus, on les a pétés. Après ça, on est contre les Utah, les Jazz de Utah, que, tu sais, là, c'était le bordel là-bas, tout le monde voulait tuer Jordan, puis là, tu sais, c'est la cohue totale, pour finalement le crescendo de fin, parce que c'est incroyable comment que ça a été filmé aussi. Puis, tu sais, moi j'ai adoré ça parce que les images d'archives, tu sais, oui, il va y avoir des espèces d'entrevues que tu vois que, tu sais, c'est vraiment laid comme image, là, parce que c'est la caméra de cette époque-là, mais la caméra à l'épaule pendant les matchs, là, surtout dans les années 90, là, au début, 92, là, t'as une caméra à l'épaule, là, incroyable, comme en dessous du panier, là, où est-ce que tu vois sauter, puis là, la caméra suit vraiment le ballon, puis c'est vraiment bien filmé. Je sais pas à quel point aujourd'hui, tu sais, c'est bien filmé. Y a-tu encore des caméras à l'époque? Je sais pas si tu écoutes le basket, là, des fois. Ben, ça arrive, là, mais je pourrais pas dire. Je sais pas. En tout cas, tu sais, pour ce documentaire-là, je trouve les plans d'archives là, sont vraiment incroyables. Puis tu sais, Jordan, c'est quelque chose. Puis c'est le fun parce que tu vois toutes les facettes de l'équipe. Tu sais, t'as énormément de joueurs, même pas juste des joueurs des Bulls, là, mais mettons des joueurs adverses qui vont venir témoigner sur ouais, je jouais contre Jordan, puis tu sais, c'est. Oui, on était serrés, puis là, tu passes à Jordan qui fait juste dire non, on n'était pas serrés. On n'était pas serrés, j'allais le péter. Tu sais, c'est un fraîchier un peu, là, Jordan, mais tu parcours son problème de jeu aussi, son. Y a-tu des séquences avec Wayne Gretzky qui parlent de quand ils jouent au poker ensemble? Tu vois Wayne Gretzky à un moment donné, mais non, il n'y a pas cette. Mais tu sais, ce qu'on apprend, c'est que Jordan, tu sais, oui, il voulait pas admettre qu'il y a un problème de jeu, mais dans le fond, son problème, c'est qu'il est tout le temps en compétition, tu sais. Faut tout le temps qu'il soit le meilleur, faut tout le temps qu'il joue, tu sais, je pense pendant 15 minutes, on voit une archive où est-ce que il joue à un jeu où est-ce que je pense qu'il fait juste lancer un 5 sous à terre. Puis là, l'autre, il faut qu'il l'approche le plus près, genre. Ou non, t'en lances 3, puis il faut que les 3 soient les plus près, ou je sais pas quoi. Puis il gage, là, comme. Il gageait tout le temps. Tu sais, puis là, les gens, à un moment donné, sa popularité, elle a un peu descendu. Ça, c'est avant qu'ils prennent sa première retraite, là, si on veut, en 93. Dernier championnat, dans le fond, ils ont gagné, puis là. Ben, le dernier, c'est pas le dernier qu'ils ont gagné. C'est ça? Pardon? C'est quand son père est mort, c'est ça? Non, son père. C'est-tu là? Chrétien, j'ai un blanc. Ah, son père, ouais, je pense que son père est mort quand il était en retraite, puis quand il est revenu, il a gagné, puis c'était ça la grosse scène de malade qui t'as raison, parce que il est parti en retraite, puis il est allé jouer au baseball, puis c'était un peu comme. Il venait de dire à son père avant qu'il meure, ouais, j'aimerais peut-être ça jouer au baseball, puis son père il disait, ben vas-y, tu sais, fais ce que tu veux, t'sais. Mais oui, son père était près de lui. Pis ça aussi, tu le découvres dans le documentaire, comme quoi ça a pris beaucoup d'importance, là, sa mort pis tout, dans son jeu et tout. Mais, c'est ça, quand il est parti à la retraite, là, il y avait eu une baisse de popularité un peu avant. Puis, les gens commençaient à dire, c'est vrai qu'il. À ce qui paraît, il joue beaucoup, il gage des 10 000 $. Puis là, il y a un des reporters qui est comme collé à lui, que c'est un de ses amis, il dit, Jordan, tout le monde le critiquait parce qu'il gageait toujours de l'argent, mais j'essayais de leur dire que 10 000 pour lui, là, c'était 10 $ pour nous autres. C'était comme, il y avait tellement d'argent, il jouait puis il s'en foutait. T'sais. Mais c'est vraiment une très bonne mini-série, je vous le conseille là, si vous avez le temps. Puis un épisode par jour, là, ça s'écoute bien, c'est un 50 minutes, puis mais c'est vraiment fascinant. Tu sais, moi j'ai aimé ça parce qu'ils ont quand même parlé de Space Jam. Space Jam il est sorti en 96, puis ils l'ont tourné en 95, mais ils en parlent un peu, tu sais, puis la seule affaire, moi je suis déçu parce que Bugs Bunny n'est pas venu témoigner, là. J'aurais aimé ça, un petit témoignage. Ça coûtait trop cher d'avoir les droits pour peut-être. Mais j'adore Space Jam, écoutez ça, le premier. Parce que le deuxième avec LeBron James, il est à chier. Mais tu sais, ils ont essayé de refaire des séries comme ça après. Je pense que c'est les Patriotes qui ont essayé de faire de quoi? Apple TV. C'est vrai? Mais c'est pas, je pense pas que c'est le même niveau, puis c'est pas autant de qualité. Là. Puis c'est comme produit ou c'est autorisé par Robert Kraft, qui est le propriétaire des Patriotes, pour se donner une image intéressante. Fait que c'est comme, c'est un peu très c'est parce qu'en plus aussi, tu sais, c'est une... ben, tu sais, ils appellent ça une legacy, là, une espèce de
Tu sais, c'est quelque chose, là. Tu sais, je veux dire, c'est mondial, puis c'était la grosse affaire. Hey, Jordan joue en 98, c'est son dernier match, puis son gros tournoi, ils vont-tu gagner, ils vont-tu perdre, tu sais, ça, jusqu'à la dernière minute, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, c'est sûr, si tu connais si tu connais l'issue du match, c'est peut-être moins intéressant, mais moi, en tant que pas fan de, ben, pas connaisseur de ça, ben, j'étais quand même j'étais très impressionné là, par ce que je voyais à l'écran, puis c'est comme si tu revivais justement cet effet-là de... Tu sais, un peu comme revivre Rocky, là. Tu sais, mettons, tu sais pas, là, Rocky, le premier, est-ce qu'il va perdre, est-ce qu'il va gagner, tu sais, c'est très stressant, tu sais, c'est excitant. Puis le documentaire, je trouve, il arrive bien à nous faire sentir ça. Fait que je vous le conseille sur Netflix. Checker ça. Yes. Veux-tu checker un film? Il m'en reste un. Veux-tu jouer quelque chose que tu finisses après? Ben, attends un peu, je vais parler de deux documentaires aussi sur Netflix. Vas-y. Je vais parler ensemble, parce que, bon, il y en a un que j'ai préféré à l'autre, mais c'est comme deux personnalités qui sont souvent, qui ont souvent été comparées, puis tu sais, souvent ensemble. Je te parle de Arnold Schwarzenegger, puis Sylvester Stallone. Donc, deux grandes stars du cinéma d'action hollywoodien, qui ont souvent joué du coude aussi, là, dans les années 90, c'était les deux grands, 80-90, là, c'était les deux grandes stars qui se battaient pour le box-office, là, puis lequel va ramasser le plus d'argent. Puis tu sais, c'est une guerre d'ego aussi, puis de gros machos musclés et tout. Mais c'est deux documentaires très différents aussi, là. Tu sais, t'as Sly, que c'est un documentaire sur Sylvester Stallone, qui va parler... Mais tu sais, c'est un film d'1 heure et demie, où est-ce que c'est très ordinaire, là, la façon dont c'est filmé, puis... Moi, je trouvais ça un peu cheap, là, parce qu'il met une espèce de mise en scène où est-ce que je dois déménager, puis fallait que je parle de moi, puis il fallait que je déballe mon sac, puis j'ai tellement de souvenirs ici. Puis là, tu rentres dans sa maison, puis il y a plein de statues de Rocky, puis des jouets de Rambo, puis il est quand même fier de lui, je comprends, là, mais comme l'aspect documentaire était un peu trop stagé, je trouve, puis ça marchait pas de temps. Puis c'était mal filmé aussi, je trouve. Ça faisait vraiment comme plus Netflix cheap, là, tu sais. Puis encore là, tu sais, ça doit être produit aussi par Sylvester Stallone. Fait que, tu sais, lui aussi, il a choisi qu'est-ce qu'il voulait montrer, puis tout, là, mais... Tu sais, tu vas parler de sa vie de famille, son père, tu sais, où est-ce qu'il grandit, puis tout. Mais on parle beaucoup plus... tu sais, on parle pas de tout au long de sa carrière, là. Tu sais, on parle beaucoup plus de Rocky. Parce qu'il faut le dire, c'est Rocky qui l'a mis sur la carte, là. Au début, tu sais, il a toujours voulu devenir scénariste, après ça acteur, mais on y refusait des rôles. On disait non, t'es pas bon acteur, va pas acteur, tu sais, continue d'écrire. Il est pas bon pareil non plus, là. Non, c'est ça. Il a jamais été bon, tu sais, mais c'est ça l'affaire. Il a jamais été bon, mais tu sais, c'est là que tu découvres que il a tout fait par lui-même, puis c'est vrai, tu sais. Rocky, il voulait un autre acteur pour Rocky, mais Sylvester, il a dit non, c'est moi qui l'écris, puis je l'écris pour moi, puis c'est moi qui va jouer, puis tu sais, ça a marché, tu sais, je veux dire, ça reste, c'est une légende, tu sais, Sly, mais il a jamais été bon acteur, puis tu sais, je pense qu'il le sait lui aussi, là, mais tu sais, par après, tous ses rôles, tu sais, c'est lui qui les écrivait, tu sais, oui, il y a eu des rôles sur le tas, là, tu sais, mais en général, ses plus grands rôles, tu sais, il s'est créé lui-même, tu sais, puis ça, faut lui donner, tu sais, c'est ça qui est intéressant dans le documentaire, en fait, d'1 heure et demie, c'est que tu parcours justement son avènement de Rocky, puis là tu te dis, ok, après ça a chamboulé, tu sais, je suis devenu Rocky 2, je suis devenu Rocky 3, puis là après ça, il a créé Rambo, puis là il était devenu la superstar des films d'action, puis tu sais, il disait, je sais pas comment je me suis rendu là, mais il parle de son film, comme son plus grand souvenir d'enfance de film, puis c'était Hercule. Puis là, il disait, je voyais son corps, puis il était musclé, puis là, j'avais le goût de devenir un acteur musclé, puis tout, puis là, c'est pour ça, il parle de Rambo, puis tout ça kit, mais tu sais, on parle pas tant, on fait pas l'éloge de toute sa filmographie, tu sais. Mais tu sais, il va parler justement de son retour en tant que Rambo, parce que c'est un documentaire sorti en 2023. Fait que tu sais, c'est l'année passée, quand même récent. Mais ça s'écoute vite, puis
sais, je trouve qu'il manquait un peu il manquait de la chair autour de l'os. On n'allait pas tant large que ça dans sa carrière. Comparé, mettons, à parler de sa famille pis tout. Je trouvais ça un peu long. Ben, c'est ça, mais moi, je suis un triple Rocky, puis j'adore Rambo aussi. Fait que c'était intéressant de voir comment il a amené ça, comment il a amené Rocky pis tout. Il parle pas de la porn qu'il a faite. Fait que ça, c'est dommage. Un moment donné, il avait besoin d'argent, il a fait un film porno. Bon, ça, il en parle pas, man. Ça, il en parle pas. Mais on le sait. Fait que pas besoin d'en parler. Puis, c'est le fun parce que t'as des réalisateurs aussi qui vont jaser. T'as Quentin Tarantino qui va juste être là, puis il va juste jaser de Sylvester Stallone. Je sais pas c'est quoi son lien avec, là, mais t'as juste Quentin Tarantino qui va jaser de Sylvester Stallone. Puis t'as Arnold qui va être là pour parler un peu de leur guerre, leur jeu du coude qu'ils ont eu pendant longtemps. Puis là, en parlant d'Arnold, t'as une mini-série qui s'appelle Arnold. Puis c'est 3 épisodes qui s'écoutent super vite, là, d'1 heure, sur les 3 faces cachées d'Arnold, si on veut. Je t'ai dit ça, là, face cachée, mais c'est parce que Arnold, il y a eu... Il y a 3 vies, dans le fond, là. C'est ça. Pardon? Il y a eu 3 vies. C'était un politicien, un athlète, puis exact. un acteur. Tu sais, il y a eu 3 carrières qu'il a... Puis tu sais, il a réussi, là, dans les 3, tu sais. En commençant la muscu, tu sais, c'est un grand athlète à la base, puis lui aussi, bizarrement, son plus grand film, ben son premier plus grand souvenir de film, c'est Hercule. Puis en voyant l'acteur, je me rappelle plus qui le jouait, là, mais c'est l'acteur qui jouait, c'était justement un bodybuilder, puis il disait je veux devenir aussi fort que ça. Puis il raconte aussi, ça c'est dans le premier épisode, là, c'est l'athlète. Puis là, il parle de sa jeunesse, son père qui était pas trop présent, mais quand il était là, sa mère était violente, puis son père aussi, puis en tout cas les deux, ils chicanaient souvent. Fait que lui, pour s'évader, ben, il allait courir, il allait... Tu sais, ça, c'est en Autriche, là, quand il parle de chez eux, puis tout. Puis il y avait un rêve, c'était de devenir bodybuilder, puis de gagner, tu sais. De gagner les tournois de bodybuilding, puis tout. Fait que, tu sais, il a commencé en Autriche, puis là, dans les pays d'Europe, puis là, il a fini par se retrouver à Miami, tu sais, en Floride, puis à parcourir, justement, les tournois de bodybuilding, puis il est devenu une superstar du bodybuilder. Puis... bon, ça l'a amené à être acteur. Fait que là, le deuxième épisode, il parle de sa carrière d'acteur, parce que, tu sais, c'est un mauvais acteur, lui aussi, hein, on le sait, mais, tu sais, sa carrière a débuté avec Terminator, que là, James Cameron, il parle au début, puis... c'était ça son premier film? Pardon? Son premier film, c'était Terminator? Ben, c'était pas... Ben, en fait, le premier film qu'il a tourné, là, c'était plus dans le niveau athlète. C'est Aaron Pumping Fist, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Pump Aaron, je pense. Pumping Aaron? Ouais, Pumping Aaron, je pense que c'est ça. Ouais, Pumping Aaron. C'est un film documentaire, un peu, sur le bodybuilding. Puis ce film-là, il était à Cannes. Okay. Il a gagné même à Cannes, je pense, le prix du public. Puis, après ce film-là, ben là, il s'est dit, hey, Christy, je pourrais devenir acteur. Fait que c'est Pumping Aaron. Je pense qu'on peut le voir sur YouTube. Je l'ai pas vu, là, mais c'est ce film-là qui l'a mis un peu sur la map d'Hollywood, puis d'acting. Puis après ça, là, tu sais, il y avait des petits rôles dans des séries télé. Puis tu sais, il était mauvais acteur, mais il jouait ça. Puis après ça, bon, il y a eu Conan, le barbare. The Barbarian Conan. Puis les gens disaient ah c'est incroyable, il fait ses propres cascades, t'sais, parce que là il saute dans les roches, puis tu vois des scènes parce qu'il se collait sa terre là, dans les rôles, dans les roches, puis là il fait des culbutes, puis il saigne, puis il dit ah je voulais vraiment jouer un barbare, puis là il dit j'aimais ça, je me sentais à ma place. Mais dès qu'il y avait des répliques, ça marchait plus. Là, vu qu'il y avait un accent, il parlait mal anglais, il disait ça marchait plus, fait qu'il voulait doubler ma voix par-dessus ça. Là, en tout cas, ça l'a amené à Terminator, qui était son rôle qui l'a fait dépasser. Qui a dépassé ce qu'il était déjà au début, juste un bodybuilder. Mais James Cameron, au début, il avait fait là parce qu'il voulait être. Il voulait être voyons. J'ai oublié son nom, là, mais le père de Kyle Reese.
il voulait jouer le rôle de Michael Bay, qui est devenu Kyle Reese. Mais au début, il jouait l'homme, tu sais, avec Linda Hamilton. Fait que Sarah Connor. Puis là, James Cameron disait ouais, mais tu sais, ton anglais, il est pas si bon. Puis là, James Cameron, il dit j'avais des doutes, tu sais, je sais pas si ça allait marcher. Puis parce que au départ, le Terminator, c'était censé. Christy, c'est qui était censé faire le Terminator? En tout cas, c'était un. J'ai le nom sur le bout de la langue. C'était une personne célèbre là, qui devait jouer le Terminator. Finalement, il l'a pas joué, ça a pas marché. Puis, James Cameron il a dit, mais semble tu fitterais dans le rôle du Terminator, tu sais. Parce que t'es costaud, t'es grand. Puis là, finalement, il a fait un test, puis Arnold, il disait, ah, je me sentais vraiment comme Terminator, puis je le ressentais, tu sais. C'est O.J. Simpson, c'est ça? Ah oui, c'est ça. C'est OG qui était censé jouer Terminator. Mais là, James Cameron disait, je le sentais pas trop, tu sais, OG comme Terminator. Puis, ça aurait fait bizarre de voir Arnold en Kyle Reese, là. Tu sais, c'était pas. En tout cas, parce qu'OG il était grand aussi, fait que tu sais, ça aurait été comme un combat de titans, mais. En tout cas, je suis content qu'il soit devenu le Terminator parce que après ça, bon, sa carrière a déboulé. C'est devenu une des plus grandes stars du cinéma. Fait que là, il se combattait avec Sly pour le premier film qui remporte le plus d'argent au box-office. C'était ça, tu sais, les années 80-90, c'était l'argent qui comptait plus que le scénario ou le prix, tu sais. Puis moi, j'ai grandi avec ces films de Arnold, fait que c'était incroyable. Puis là, bon, le troisième épisode, ça parle plus tout l'aspect politique. Il est devenu quand même gouverneur de la Floride, là. La Californie. La Californie, excuse. Californie, fait que ça c'est une autre facette de sa vie qui l'a un peu enterré aussi là, parce que il y a eu des spéculations puis là des événements du passé sont survenus un peu comme l'aspect MeToo là, comme quoi il y avait des comportements pas brutal mais comme comportement pas correct là, envers les filles. Pis... Il n'y a pas un enfant avec sa femme de ménage, je sais pas trop quoi. Là. Mais c'est ça. Ça a mis fin à sa carrière comme politicien aussi. Puis ça a comme chamboulé tout l'aspect de ce que les gens pensaient d'Arnold. Parce que, bon, il avait caché le fait qu'il y avait eu une aventure avec sa femme de ménage. Puis pendant 14 ans, je pense, la femme de ménage, elle a pas dit que c'était son fils. Mais lui, il le savait. Il disait, ah, je le savais. Puis ça, c'est parce qu'avec sa femme, ils sont restés longtemps, là, lui et sa femme ensemble, pendant des années. Puis tu sais, elle, c'était une Kennedy. Fait qu'elle elle avait des contacts, puis elle l'a aidé pas mal dans tout ce qui était politique. Ils ont eu des enfants ensemble, puis tout. Puis ça, c'était... Il allait voir le psychologue pour couple là, à un moment donné, puis le psychologue il a juste dit votre femme voudrait vous dire quelque chose. Puis là, elle lui a demandé est-ce que tu as eu un enfant? Est-ce que je me rappelle plus comment il s'appelle. Elle a dit le nom du garçon, elle a dit est-ce que c'est ton fils? Puis là il a juste dit oui, c'est mon fils. Puis là elle a demandé le divorce. Mais son fils il fait du bodybuilder. Okay. Ce fils-là, là, lui il a comme pris la voix du bodybuilding. Puis son fils, Patrick Schwarzenegger, lui, il fait des films plus. On l'a vu dernièrement dans Gen V, qui est le spin-off à The Boys. Il joue un petit rôle. Là. Je sais pas s'il va revenir dans la saison 2. Mais on l'a vu aussi là, dans d'autres séries, puis d'autres films. Fait que plus le niveau acteur de Arnold. Puis sa fille, tu sais avec qui elle sort? Non. Chris Pratt. Ah ouais, je savais pas. Fait que c'est ça. Tout est dans tout. Mais allez écouter ça. Arnold, j'ai beaucoup aimé. C'est 3 épisodes très différents, mais c'est le fun de connaître justement son parcours puis de savoir d'où il vient et comment il a fini. Puis moi, ben, c'est un de mes idoles. Tu sais, je te disais au début là, de l'épisode que j'ai plusieurs héros de mon enfance. Là. Version comédie, c'était Robin puis Jim. Version action, c'était surtout Jackie Chan. Parce que j'adore Jackie Chan. Puis là, pas loin, t'as Arnold Schwarzenegger, qui le suit de très près. Mais Jackie Chan avant tout. J'ai pas écouté de documentaire de Jackie Chan, mais j'aurais aimé ça. Mais il y avait un film, là, c'était Jackie Chan, le cascadeur, puis tu vois tout plein... C'est un vieux film quand même, là, de genre 2007.
Je me souviens, il passait à Super Écran, je l'avais écouté là-dessus. Puis c'est un film où est-ce que tu vois Jackie Chan sur tous les plateaux des films d'action qu'il a fait à cette époque, avant cette époque-là. Puis là, il fait ses cascades, puis tu le vois que, mettons, il y a des cascades, là, il se pète la gueule, puis il saigne, puis là, il s'en va en ambulance. Puis c'est un crinqué, Jackie Chan, je l'adore! Checker ça. Oui. Fait que tu peux aller avec ton dernier film. Ben écoute, j'ai regardé, c'est un film qu'on va jouer à Cinémascope le 13 octobre, un dimanche à Kigali de Robert Favreau. Est-ce que tu connais? C'est un film de 2006, est-ce que tu connais? Le nom me disait de quoi, mais je l'ai jamais vu. C'est avec Luc Picard. Puis ça se passe, Oui. en fait, c'est un film qui se passe à Kigali, donc au Rwanda, puisque Kigali c'est la capitale du Rwanda. Dans les années 90, au Rwanda, ce qui se passait, c'était le génocide. Fait que t'as les Hutus puis les Tutsis, puis je sais pas trop qui tuait qui, mais en tout cas, c'était un génocide. Là. Je suis pas trop au courant de cette histoire-là. Mais en tout cas, le film, ça passe. Je pense qu'il y a dans les ce contexte-là. casques bleus qui étaient là aussi. Là. Ben, les casques bleus étaient supposés aider des gens. Étaient supposés... J'ai serré la main du diable. Roméo Dallaire, ouais, exactement. Ben, d'ailleurs, Roméo Dallaire, il y a un personnage dans le film. Là. Ben, en tout cas, il est dans le film joué par. Moi, j'ai vu. Je sais plus qui. Moi, j'ai vu 2 films sur le génocide. Hôtel J'ai serré Rwanda. la main du diable. Puis Hôtel Rwanda. Ouais, avec Don Cheadle. Très bon film. mais ça, c'est intéressant parce que c'est d'amener l'aspect canadien, québécois dans cette histoire-là. Puis je trouve que c'était pas. J'avais peur que ce soit trop white savior, de comme le blanc qui s'en va sauver les noirs, puis c'est pas ça du tout. Ouais, surtout Luc Picard, tu sais. Luc Picard. Mais c'est toujours bon, C'est Luc Picard. souvent donc, le sauveur. Toujours sympathique dans ses rôles, Luc Picard. Oui. Puis dans le fond, il joue un journaliste qui s'en va au Rwanda tourner un film ou un documentaire sur le sida. Puis là, tout ce qui se passe pendant ce temps-là, ben, tu sais, t'as le génocide qui commence, puis tout ça. Fait que là, les gens disent, fuck le sida, concentre-toi sur notre réalité, puis sur, genre, la violence, puis l'oppression, tu sais. Fait que là, il commence à tourner autour de ça. Puis lui, il s'indigne à travers ça contre contre le Canada, que eux, le Canada, supportent le parti au pouvoir qui font le génocide. Puis il tombe en amour avec une femme qui est une... En tout cas, ceux qui sont oppressés, je sais pas lequel des deux partis, mais c'est ceux qui sont oppressés, tu sais. Puis là, toute la merde punk, ses amis se font tous tuer, puis ils essayent de quitter vers le Canada avec la femme qu'ils aiment, mais c'est comme pas possible, tu sais. Puis il se passe des affaires déchirantes qui fait que c'est pas possible. C'est basé sur une histoire vraie? C'est un roman. Est-ce que c'est une histoire vraie? J'imagine que c'est une histoire qui aurait pu se passer. Je sais pas si ça s'est passé pour vrai. Un peu comme Pompéi. Histoire d'amour. J'ai pas vu Pompéi, je peux pas dire. Mais est-ce que ça s'est passé tel quel avec des vrais personnages? Je pense pas que c'est une histoire vraie, mais je pense que c'est une histoire qui est plausible. Genre, peut-être, ouais, genre. Tu sais, ça ressemble à être une fiction par rapport à l'histoire vraie, dans le fond. Mais c'est un roman de Gilles Courtemanche qui vraiment existe. C'est adapté de ça. Puis c'est un film qui est fait en plusieurs temps, puis qui a un récit déconstruit parce que quand le génocide arrive, lui il quitte, puis il revient quand le génocide finit, pour retrouver la femme qu'il aime, puis tout ça. Sauf que t'as pas de début, t'as pas de fin, c'est juste les scènes s'entrecoupent tout le temps. Fait que le temps est quand même assez bizarre. Je trouve que c'est un choix bizarre qu'il a fait Robert Favreau par rapport à ça. Il aurait dû peut-être le faire chronologiquement ou donner plus d'indications, je sais pas trop, parce que c'est juste fait avec la colorisation qui change quand tu changes de temps. Fait que c'est pas toujours clair, parce que tu sais, 2006, c'était filmé un peu wack là aussi. C'est pas toujours des belles images. Mais le film, pour vrai, c'est un très 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 beau film. Puis tu sais, faut que je fasse la promo de ce film-là, puis je sais pas où est-ce que je peux aller, parce que je trouve que il y a des parallèles à faire avec la Palestine aujourd'hui. Où ce que tu dis dans la Palestine, le Canada va supporter Israël, mais tu sais, ça reste un génocide palestinien. Je trouve ça. Il y a un parallèle à faire là, puis on est pas encore dans des affaires dégueulasses comme ça aujourd'hui, malheureusement. Puis c'est un film qui est actuel. C'est ça l'affaire, c'est que c'est bien beau de recenser le passé, aller voir les erreurs du passé, mais les erreurs du passé vont devenir les erreurs du présent dans un autre pays. Exactement, ça existe encore. C'est juste une roue qui tourne. C'est ça. Fait que, ce film-là est présenté à Cinémascope. Le 13 octobre. Sinon, le film est plus distribué, donc il est pas disponible nulle part. Moi, j'allais en DVD, c'est là que j'ai trouvé, mais le film est plus distribué puisque la compagnie n'existe plus. C'est-tu Tu penses qu'il est remasterisé éléphant ou... Non, il y a plus il est zéro distribué, il est donné nulle part. Là. Fait que si vous voulez le voir, il est juste à Cinémascope, sinon il se trouve pas. Là, vous êtes chanceux. Okay. C'est quelque chose. Ouais. Mais tu l'as trouvé en DVD, fait qu'il existe en DVD. Il existe en DVD, mais tu peux pas l'acheter en DVD. Moi, par hasard, je checkais pour le programmer. Puis par hasard, j'ai trouvé la maison d'entraide de la friperie chez nous.
C'est il ça, était là, faudrait tu faire sais. les SOS dépannage, toutes les... J'ai été vraiment ventes de chanceux, là, garage. tu sais. Parce que, mettons, chez Archambault, ils se vendent pas, puis sur Amazon, il est là, tu sais, tu peux l'acheter sur Ok. Amazon à un prix, je sais pas combien, mais en tout cas, ça se trouve. C'était-tu comme récemment, genre après avoir booké justement ce film-là pour Ben, Cinéma j'étais dans les démarches pour le booker, puis je l'ai Ah trouvé. ouais? Parce que sinon, je l'aurais pas le Ça, film. c'est je peux pas incroyable, passer. hein? C'est comme. C'est Moi, je le pense hasard. toujours. Tu sais, en même temps, un vieux film que. Hey, me semble que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais. Puis là, je vois, il joue à TV. Là, je suis comme. Christy, Ben, tout est dans tout. souvent, quand on parle d'un film, mettons, ici au Oui. podcast, il va jouer Ouais. l'après-midi à la télé, ou il va jouer, Ouais, je vais le c'est trouver à la maison d'entraide. Tu sais, C'est drôle comment le monde est fait. C'est fucké, là, tu sais. Donc, on rappelle le titre. Un dimanche à Kigali. Que je Le vous 13 octobre à conseille. Cinémascope. C'est un film qui est. C'est un film qui est assez rude, mais pas trop mélodramatique non plus. Ça. Puis ça traite d'un sujet qui est assez lourd, là, tu sais, on va se le dire. Le génocide au Rwanda, Ouais. c'est un film qui est. Tu sais, c'est assez touché comme sujet aussi. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, un blanc qui raconte cette histoire-là, c'était wack aussi. Fait que. Mais je trouve que c'est très bien fait. Tu sais, c'est pas problématique. Ça me fait toujours penser au film Le Roi écossais. Avec Forest Whitaker, là. Ouais, puis James McAvoy. Je l'ai pas vu. Je me rappelle pas. Ben, je me semble que c'est au Rwanda aussi. Mais peut-être que je me mélange. Ça fait longtemps que je l'ai vu, là. Mais c'est un bon film. Je sais pas. Je peux aller avec. Oui, non, c'est ça. On est rendu à ma dernière portion. Encore Netflix. On reste dans le topo Netflix de documentaire. Un documentaire que j'avais déjà vu, mais que je te reparle parce que j'avais bien aimé. Puis là, je l'ai encore plus apprécié. On dirait l'avoir vu une deuxième fois, ça m'a renippé un peu. Puis je te parle de mon second héros comique, Jim Carrey, qui est un crazy guy, ce gars-là. C'est un documentaire sur Jim and Andy. Donc, Andy Kaufman, que Jim Carrey a personnifié dans The Man of the Moon. The Man on the Moon. Ouais. De Milos Forman. Le réalisateur de Vol au-dessus d'un nid de coco, Amadeus et bien d'autres. Réalisateur Puis, tchèque. Oui, c'est vrai. Puis, dans le fond, c'est 1h30 de quand même de moments bizarres. Extraordinaire film, c'est Ouais. malade. C'est étrange parce que même en le voyant, tu te dis, tabarouette, ça devait pas être le fun, mais en même temps, ça devait être vraiment étrange de vivre de. Parce que faut dire, Andy Kaufman, que vous pouvez voir, le Man on the Moon, tu vois, c'est la vie de Kaufman, de sa jeunesse jusqu'à sa mort. Puis, c'était un comique, mais que beaucoup critiquaient comme pas drôle. Là. Tu sais, c'était... Ben, c'est parce que Kaufman était comme sa limite entre est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Exact. C'est comme de l'impro. Tu sais, on parle de Robin Williams qui faisait de l'impro, puis tu sais, même Robin Williams, tu sais, dans son documentaire Come in My Head, Come Inside My Head, Inside in My Head, en tout cas, son documentaire sur Crave, tu vois des moments, des archives où est-ce que Robin, tu sais, il joue la comédie, mais là, tu vois, les gens sont comme, Christy, il achève-tu, tu sais, parce que c'est quand même long quand il parle, tout. Mais il est toujours comique, tu sais, ça reste comique. Mais Andy Kaufman, c'est qu'il faisait de l'impro, puis... Mais il avait l'air vraiment sérieux là, dans ses jokes, puis c'était souvent des jokes misogynes, ou tu sais, il amenait des femmes à se battre en lutte sur un ring, là. Puis, tu sais, c'était toujours, les femmes peuvent pas me battre, tu sais, puis là, il voulait pas se battre contre des hommes, il voulait juste se battre contre des femmes, puis c'est vraiment incroyable ça dans le film d'ailleurs, là. Mais, Jim, lui, c'était comme c'était après Dumb and Dumber, puis Ace Ventura aussi, puis on dirait qu'il voulait comme puis tu sais, il raconte, là, tout au long du documentaire, t'as Jim Carrey qui parle. C'est un documentaire, je crois, de 2016, je me trompe pas, 2017 peut-être même. Je l'ai cite là. C'est peut-être plus récent, 2020 peut-être. Mais, Non, c'est avant ça. 2017. 2017. Puis, t'as Jim Carrey qui fait juste raconter comment il se sentait à ce moment-là, puis il dit, pour vrai, tu sais, c'était noir, là, tu sais, il se rappelle plus de tout, parce qu'il est vraiment comme rentré dans la tête de Andy Kaufman, puis il est devenu, il a personnifié ce personnage-là loufoque, puis vraiment bizarre. Puis même Andy Kaufman, il jouait un autre personnage. J'oublie son nom, mais c'était... Bob, c'était-tu Bob? Je vais le trouver. Roger, en tout cas. C'était un personnage, Andy Kaufman se déguisait, il se mettait une moustache.
puis avec des lunettes de soleil, puis c'est un personnage qui est toujours comme C'est, un peu pervers, puis tu sais, il boit, puis tu sais, il est tout le temps en train de fumer sa cigarette, puis... c'est Tony Clifton. Oui, Tony! Tu sais, il jouait un personnage, Tony, avec une moustache, puis souvent même Kaufman, tu sais, les gens disaient « Ah, c'est Kaufman, tu sais, qui est déguisé », puis là, Tony disait « Non, non, c'est pas Kaufman, Kaufman est parti », puis il prenait une voix aussi, une voix un peu plus aiguë comme ça, puis là, il parlait, puis « Ah non, c'est pas Tony », puis Jim Carrey, il jouait à la perfection, là, c'était vraiment incroyable, mais même sur le plateau de tournage, tu sais, il arrivait sur le plateau en Andy Kaufman, puis là, quand c'était des scènes sur Tony, ben là, il arrivait déjà comme déguisé, puis dans la peau de Tony, fait qu'il disait « Ah, Andy est pas là, c'est Tony ». C'était Là, avec les quel gens lutteur, devaient, puis tu sais, il jouait vraiment comme le personnage. Fait que les gens devaient se faire à l'idée que, ok, c'est Tony, puis là, tu sais, Tony, il était mal engueulé, il était mal, tu sais, mal élevé, puis tu sais, il faisait des affaires, là. C'était qui le lutteur ils ont fait se battre sur le plateau, là? Ben, je me rappelle plus son nom. Attends, je Mais vais c'est un trouver. vrai lutteur, là, Ouais, tu sais. ouais. Parce que dans le film de Man on the Moon, il y a un passage où est-ce que Andy Kaufman, il appelle justement un lutteur à se battre parce qu'il le défie. Puis ça, c'est un vrai lutteur qui était ami avec Kaufman dans la vie. Parce qu'il prenait part, tu sais, à son impro. Mais lui, même sur le plateau de tournage de Man on the Moon, lui, il en avait plein de cul de Jim Carrey parce qu'il disait, tu sais, Andy Kaufman, il m'insultait jamais, là. Tu sais, il était toujours poli, puis tu sais, oui, il restait dans son personnage de comme, faut qu'on soit des guerriers ensemble, mais, tu sais, il m'insultait pas, puis Jim Carrey, lui, il l'insultait, puis il faisait tout le temps comme des affaires fatigantes, maintenant tirer ses cheveux ou tout comme ça. Fait que le lutteur voulait vraiment, il pétait la gueule à Jim Carrey. Fait que ça, c'est très drôle. Mais j'ai pas trouvé le nom du lutteur. Mais écoutez ça, Jim and Andy, c'est vraiment exceptionnel comme documentaire. Mais tu sais, ça, ce film-là, ça l'a descendu un peu Jim Carrey mentalement. Mais ça, il en parle un peu dans le film, si je me trompe pas, là. Ben, il va parler de, justement, tu sais, de ce qu'on parlait un peu au début, sur tu sais, la portion mentale d'un humoriste ou de quelqu'un qui aime faire rire, c'est que tu sais, tu t'engouffres souvent dans des personnages qui vont prendre part de toi, puis tu sais, oui, il y a eu de la misère après à se sortir de la peau. Tu sais, il disait quand le tournage a été fini, tu sais, c'était comme je redevenais moi-même, puis j'avais comme oublié les dernières semaines. Tu sais, les derniers mois, j'avais des trous de mémoire, je me rappelais plus de. Tu sais, c'était quasiment quelque chose de tu sais, transcendal, là, Transcendantal. transcendantal. Puis tu sais, c'est quand même incroyable. Tu sais, à quel point c'est vrai, je ne sais pas, tu sais, mais Jim Carrey, c'est un phénomène, tu sais, c'est un phénomène, ce gars-là. Puis tu sais, c'est un documentaire de Chris Smith. Chris Smith qui a fait beaucoup de documentaires sur Netflix, d'ailleurs. Puis j'en ai écouté un autre de lui, que c'est Fire. Je sais pas si t'en as entendu parler. Fire Festival, là? Oui, Okay. Fire Festival. Le festival qui a jamais eu lieu, dans le fond. Le plus grand festival de tous les temps. Pis ça, man, c'est épais, là, comme... ben, tu sais, c'est un bon documentaire, là, mais... Tu sais, c'est un documentaire d'1 heure et demie, puis ça raconte, justement, qu'il y a un entrepreneur, là, Billy, je pense que c'est Billy Madison, quelque chose comme ça. Pas Billy Madison. Billy, en tout cas, j'ai... Billy Magnès, en tout cas. Un entrepreneur qui avait de l'argent, puis là, il s'est fait chummy avec Ja Rule, le rapper, puis... Les deux, ils ont comme parti sur l'idée de « Hey, on faudrait faire un festival ». Puis là, ils en ont parlé un moment donné sur le stage. Puis là, lui, il a acheté une île. L'île de Pablo Escobar, qu'il disait. Puis là, ils ont amené plein de mannequins. Tous les top modèles les plus populaires là, au monde. Les plus sexy, les plus populaires. Puis sur l'île... Puis là, ils ont amené une équipe de tournage qui faisait juste filmer les filles, 24h/24, puis ils filmaient aussi eux, puis ils disaient non, faut tout que ce soit filmé. Il n'y avait aucun plan, tu sais, ceux qui filmaient, ils étaient comme, ok, mais je filme ça ou non? Là, ils disaient, oh, oui, tu filmes tout. Même des conneries, là. Puis, ils ont fait un montage avec ça, parce que lui, il était propriétaire, justement, d'un app qui s'appelait Fire. Puis, cette app-là, je me rappelle plus trop qu'est-ce que ça faisait, mais la plupart de ses employés, il y avait un bureau, tout, puis la plupart de ses employés travaillaient pas sur le festival. Mais avec ces images-là, avec les top modèles puis tout, ils ont commencé un mouvement
que c'était un carré orange sur Instagram. Tous les influenceurs mettaient ça, puis taguaient Fire Festival, puis ils disaient le meilleur festival de tous les temps à venir. Puis là, ils ont commencé à vendre des tickets, puis d'imaginer justement un grand festival sur cette île-là. Mais le gars, tu sais, ça a beau être un génie de l'argent puis d'entrepreneur, là, mais c'est juste un beau parleur parce que, tu sais, il y avait des idées, mais c'est pas lui qui concevait ça, là. Lui, il payait des gens pour le concevoir, mais les gens disaient, man, ton festival, tu veux le faire dans 1 mois, mais tu nous donnes, genre, des plans pour au moins, comme, tu sais, 3 mois d'ouvrage, là. Ça fonctionne pas. Puis lui, il disait, ah non, faites votre possible, puis ils vendaient des villas. Tu sais, c'était tous des influenceurs, des gens qui ont de l'argent, que c'était comme, je veux être là. Puis tu sais, ils ont booké Blink-182 dans le festival. Tu sais, tout plein d'artistes de même. Qu'au final, tu sais, ils ont été virés de l'île parce qu'ils étaient pas censés dire que c'était l'île de Pablo Escobar. Puis là, ils l'ont écrit partout dans ses réseaux. Fait que le propriétaire, il a juste dit, non, je te vendrai pas ça, tu sais, va-t'en. Fait que là, ils se sont retrouvés sur une île des Bahamas, mais comme, tu sais, c'était cheap au bout. Tu sais, c'était pas vraiment une île. Dans le fond, il y a rien eu, là. Le festival, c'était de la merde, là. C'était des tentes de merde. Puis là, tu vois tous les influenceurs débarquer là, puis là, avec tout leur bagage. Ah, ça devait être le bordel. Mais tu sais, tu te dis, regarde, c'est des gens qui payent pour rien, là. Tu sais, c'est comme, ils ont été floués, là, mais en même temps, t'as pas de sympathie vraiment pour eux. Tu te dis, ben là, vous êtes cave d'avoir, tu sais, continué de payer. Puis il y a des gens, parce qu'ils, vu qu'il manquait d'argent à un moment donné, ils redonnaient des passes, comme ils disaient, ah, pour être VIP, il faut que tu payes 300 000 de plus. Et là, les gens payaient, genre, 300 000 de plus pour être VIP, puis avoir plus de yachts, plus d'alcool, plus de... Là, t'étais là, tabarnache, les gens se font avoir. Fait que bref, c'est ça. C'était un documentaire sur cette virée-là. C'était le fun, là. C'est quand même impressionnant de voir ce fail-là. Là. Mais sans plus, là, c'était pas... Puis tu sais, il y a des documentaires de même sur Netflix que... Tu sais, tu te dis... Ça vaut-tu la peine de faire un documentaire là-dessus? Tu sais, un documentaire que j'ai écouté en avance rapide, là. C'est Depp versus Heard. C'est l'histoire du procès de Johnny Depp puis de Amber Heard. Tu sais, le procès que tout le monde a vu là, sur les réseaux là, sociaux. Tu sais, moi, je l'ai pas vu en entier, mais je voyais beaucoup d'extraits. Puis, tu sais, pour vrai, le documentaire est à chier. Pas à cause du procès. Même si c'est un procès vraiment débile, là, que je trouve. Mais ça aurait pu être intéressant. Pardon? C'est un procès qui est fait pour faire du cash. Là. Ils ont fait du cash là-dessus, c'est sûr. Là, exact. Puis, tu sais, c'est... Genre, le documentaire, tu sais, il aurait pu être bon si ça aurait été pris en conséquence de... OK, on fait un documentaire sur le procès. Puis là, les photos, les vidéos d'archives, tu sais, on va mettre de la grosse musique dramatique là-dessus. Mais là, ils ridiculisent la chose parce que c'est 3 épisodes encore. Puis 3 épisodes de comme 40-50 minutes. Puis ils ridiculisent la chose en juste nous montrant plein de vidéos de YouTube, puis de YouTubers qui parlent de ça, puis tu sais, toutes les conneries qu'on voyait là sur les réseaux sociaux, là. Dans le fond, qui changeaient leur voix, puis là, ils mettaient des émoticônes au-dessus d'Amber Heard, puis tu sais, toute la folie autour de Johnny Depp aussi, tu sais, tout le monde votait pour Johnny Depp, dans le fond. Mais tu sais, en quelque sorte, je comprends l'idée derrière le documentaire pour dire, hey, regardez, c'est les YouTubers qui ont mis comme le plaisir dans ce procès-là, dans le fond, là, qui ont fait le procès, mais pourquoi faire un documentaire là-dessus? Je comprends pas. Parce qu'on s'entend, c'est pas c'est pas le procès de l'année. C'était pas le... oui, ça a fait jaser, là, mais je trouve que c'est un des documentaires inutiles qu'on aurait pu se passer. Là. Puis c'est pour ça que je l'ai avancé en rapide, parce que des fois, je trouvais ça... J'en avais plein le has, comme on dit. Mais moi, je veux juste un Pirates des Caraïbes 6 avec Johnny Depp en tant que Jack Sparrow, tu sais. Je ne suis qu'un homme, bordel, je ne suis qu'un homme. Fait que là, tu sais, les documentaires sur Netflix, j'en ai plein dans ma watchlist. Chris Smith, qui a fait Jim and Andy, puis le documentaire là, de Fire. Il y en a plusieurs qui sont actifs. Là. Dans ma watchlist, j'ai Wham, qui est un documentaire sur le groupe musical Wham. Je sais pas à quel point c'est bon comme documentaire. Wham, c'est un groupe... c'est 2 boys là, qui chantent ensemble. Je me rappelle plus le titre de leur tune, là, mais
c'est les tunes que tu connais. Wham, c'est W-H-A-M. Ah ouais. Tu irais écouter leurs tunes, c'est des très bonnes tunes. Ouais. Ben, c'est très, tu sais, disco, là, je pense, dans ces années-là. Je suis pas un grand fan, là, mais en tout cas, il a fait un documentaire sur eux. Puis un documentaire. George Michael. Oui, c'est George Michael, c'est ça. Ok. Tu connais? Ben, je connais George Michael, mais je connais pas Wham. Non, t'es un grand fan. T'écouteras Wham. T'écouteras le documentaire sur Wham. Puis il y a un documentaire aussi sur Senior, qui est un documentaire sur Robert Downey Senior. Okay. Fait que t'as comme Robert Downey Jr. qui présente son père, puis tu sais, son père c'est un acteur aussi, un acteur, producteur, puis ça a vraiment intéressant comme documentaire. Je l'ai pas écouté encore, mais bref, on écoute toutes sortes de documentaires dans la vie, puis c'est toujours plaisant. Ça fait le tour, ça fait le tour pour moi cette semaine. Ah, d'ailleurs, en parlant de documentaire, là, mercredi prochain, je sais pas quelle date on va être, là, mercredi prochain, je calcule rapidement. 23, 25. Le 25 septembre, c'est un documentaire sur Vince McMahon qui sort. Vince McMahon. Vince McMahon. Lui, il est pas. Il va pas bien, ce gars-là, me semble. Hein? Ben, il a l'air bizarre. Mais en tout cas, moi, j'étais intéressé de voir ça parce que c'est quand même une figure intéressante de la lutte. Je pense qu'il est encore dans la lutte, même. Là. Il est encore, il a dû laisser ses parts parce qu'il a fait des agressions sexuelles puis des choses comme ça. Là. Ouais. Ah oui, ok. Oh, ouais. Hey, tu vois, ça ne me surprend pas. Ouais. Mais c'est ce gars-là, il se faisait tout le temps faire mettre la face dans le cul là, de quelqu'un. Ah, je sais pas, ça se peut. Sur le ring, là, il se faisait tout le temps faire comme mettre le cul dans la face, en tout cas. Intéressant. Écoutez ça, Vince McMahon. Je sais pas à quel point on va aller explorer peut-être d'autres lutteurs, là, ou... bref. Écoutez les documentaires, toujours plaisant. C'est pas... Ça fait le tour pour moi cette semaine. Ben, Qu'est-ce que tu regardes la semaine prochaine, Ben? Ben, ça va être du Coralie Farja cette semaine, parce que il y a de Substance qui sort au cinéma, ben, il sort vendredi. Ça joue chez nous, surprenamment, ça joue chez nous, fait que je vais aller le voir, c'est sûr. Oui, je suis très surpris aussi. Il joue partout, on dirait. Oui, puis beaucoup de gens parlent du film de l'année, là. Fait qu'il paraît que c'est très gore, très fucké, là. Tu savais, il a gagné le meilleur scénario à Cannes. Oui, absolument. Très intéressant. Puis j'ai jamais vu son autre grand film à elle, Revenge. Oui, il est sur Mubi. Fait que je vais peut-être le regarder. Puis elle a un court-métrage sur Mubi aussi, je vais peut-être le regarder pour voir l'ensemble de l'œuvre. C'est-tu un film français, Revenge? C'est une bonne question, je sais pas. C'est une bonne question. Parce que Coralie, c'est une française, je crois. Je pense que c'est une française, ou Coralie Farja, mais c'est un film avec Demi Moore puis Margaret Qualley. Fait que c'est un film produit par Dennis Mubi. Quaid aussi. Dennis Quaid, ouais. Ok, ouais, c'est ça. Dennis Quaid. Ah, donc c'est ça. À part ça, je sais pas, à suivre, on verra. Très intéressant. Je vais sûrement, ben, tu sais, ça m'a l'air d'être ben, tu sais, de ce qu'on voit, c'est un film d'épouvante satirique. Ça a l'air du body horror aussi, genre Cronenberg-esque, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, ça ressemble, tu sais, pas mal à une comédie noire, là, puis, fait que ça va peut-être être intéressant. Je vais sûrement regarder des films en lien avec ça, comme, une comédie noire, là, tu sais. Checker ça. Mais tu sais, j'ai vu des images qu'elle a comme un œil qui a comme 3... Je sais pas comment on appelle ça, le rond dans l'œil, là, tu sais, comme ça, là. Il y en a comme 3 dans son œil. La pupille? Ben, pas la pupille, mais comme l'ensemble de la pupille, puis ce qui entoure la pupille. Il y en a comme 3 dans le même œil, puis ça me dégueule. Regardez ça, c'est tellement bizarre que je trouve ça wack, là. Mais ça a l'air d'être quelque chose de très... très sensoriel, là, aussi. Oui. Par rapport, justement, aux effets pratiques. Tu parlais de Cronenberg, là. Ça ressemble un peu à ça, je trouve. Mais ça va être des gens de voir. Demi Moore, quand même, la dernière fois que je l'ai vue, elle était nue sur scène dans Striptease. Mais tu sais, de toute façon, l'année est tellement faible à date que ça va faire mon top 10 probablement assuré. Ah oui. Il y a rien de bon. C'est vrai, parce que l'autre nouveauté de la semaine que je n'ai pas vue, c'est Ne lâchez pas. Don't Let Go. Ouais. Avec Halle Berry. C'est un film d'Alexandre Aja, oui. Que je sais pas si ça... Pour vrai, j'ai pas sauté sur ce film-là, parce que j'ai comme des réticences. Je me dis, ça a l'air long puis plate, là, comme film, mais on verra bien. À suivre. Il sait quand même aller chercher le suspense, parce que, tu vois, il a fait un film Crawl, que c'est un film d'une fille qui a vu comme aider son père qui
qui est comme enseveli sous la maison, je crois, il est comme blessé. Puis il y a un ouragan, tu sais, par chez eux. Puis là, il y a de l'eau qui monte, puis il y a des alligators qui s'en viennent. Donc là, elle est comme pognée contre des alligators, puis c'est quand même impressionnant. Là. Bon petit film. Sinon, l'autre nouveauté, c'est Transformer One. Que les critiques sont super bonnes. Ah oui, c'est vrai? Bah J'ai oui. pas vu écouter. Mais je sais que la semaine dernière, j'ai écouté le premier Transformer de Michael Bay, puis j'adore ce film-là encore. Je sais pas si c'est la nostalgie de Linkin Park, le bon vieux Linkin Park. Je sais pas si t'as écouté le nouveau Linkin Park avec la nouvelle chanteuse. Ah, ouais, j'ai vu que ça existe, mais j'ai pas, moi je traite pas Linkin Park, là, je trouve que c'est poche. Là, mais... Une voix différente, mais elle a comme ils ont comme tout refait les anciennes tunes. Mais pourquoi? T'sais? C'est comme. Pourquoi ils refont les tunes? Mais. Tu sais, je le sais, ils ont refait souvent leurs tunes là, avec d'autres styles de musique. Ou de, t'sais. Mais. T'sais, ils ont une nouvelle voix, je comprends. Ok, on repart sur des nouvelles bases, mais faites des nouvelles chansons. Là. Pourquoi reprendre des bons vieux classiques? Là, t'sais? Bref, je suis un grand fan de Linkin Park. Merci pour tout. Peace out. Donc, on s'y au courant, puis on regarde des films, des séries, des documentaires. Oui. D'ailleurs, les nouveautés sur les streamings, c'est Le Pingouin sur Crave, qui fait suite à The Batman de Matt Reeves. Puis, on a aussi Agatha à chaque fois. Oui. Que je vais pas sauter sur l'occasion, mais il est sur Disney+. Fait que on reste à l'affût. Absolument. C'était tout à Qu'est-ce que tu regardes?